Bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être encore présents après cette journée déjà dense à laquelle nous allons ajouter encore 2 heures au moins de contribution et échange tout aussi dense sur la question de l'éducation et de la laïcité. J'ai 2 choses à vous confesser déjà avant de démarrer, confession laïque, rassurez-vous. La première, c'est que je n'ai pas mandat des organisateurs, dont je crois savoir qu'il s'agit de la Ligue de l'enseignement, pour vous dire que les instances de la Ligue de l'enseignement aient décidé de relancer le grand combat pour le SPULEN, le service public unifié et laïque de l'éducation nationale. Certaines ou certains le regretteront dans la salle, sans doute, mais c'est un fait, sans doute mis à l'épreuve du réalisme politique. Peut-être le regrettons-nous encore une fois. Jean-Paul Martin nous a ce matin longuement éclairé sur la lente ascension vers le SPULEN, puis sa lente décrue et son abandon. Et je vous confirme que pour le moment, même si c'était encore une fois une disposition transitoire, c'est le cas. Et puis le deuxième aveu, c'est que je ne vais pas respecter la règle habituelle des animateurs ou animatrices de table ronde qui consiste au vouvoiement, puisqu'il se trouve que 2 des participants avec qui j'entretiens des formes d'amicalité, j'aurais du mal à les vouvoyer, alors que nous nous tutoyons par ailleurs. Donc je vais contredire la règle habituelle de l'animation des tables rondes. Quelques propos juste pour démarrer, pour cadrer notre sujet. Nous avons vu comment ce matin, à la fois à travers l'intervention de Jean-Paul Martin sur, à travers l'histoire de la Ligue, la montée progressive de l'idée laïque et du combat laïque, mais aussi à travers les interventions d'Edoui Plenel et de Frédéric de la Morena, la question du droit de savoir, de la liberté de dire et de la liberté de penser était étroitement corrélée et liée à la question de la laïcité, évidemment. Ce qui fait qu'il n'étonnera personne, ou tout du moins il aurait été surprenant, que la Ligue de l'enseignement consacra un colloque à la laïcité sans faire de la question de l'éducation et de l'école, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais nous y reviendrons, la question de l'éducation, un des enjeux ou un des terrains sur lesquels l'enjeu de la laïcité se pose encore aujourd'hui. Nous avons vu aussi comment cette question était apparue plusieurs fois de manière très conflictuelle dans la société française. Ce qui nous intéresse à ce moment dans cette table ronde, c'est évidemment d'arriver très directement à l'école et à l'éducation d'aujourd'hui. Et de voir en quoi, notamment, la question de la laïcité, que l'on a vu apparaître d'une manière encore plus forte, je dirais, qu'il y a quelques mois ou quelques années, notamment après les événements dramatiques du mois de janvier, est une question qui est quasiment chaque jour présente dans les institutions éducatives et notamment dans l'institution scolaire. On pourrait aussi sans doute aisément consacrer, mais ce ne sera pas l'objet, même si j'imagine que quelques allusions y seront faites, sur le cadre assez radicalement différent dans lequel s'opèrent aujourd'hui, sans doute, les sous-questions de la liberté de penser, de la liberté d'expression, de la place des religions, ça vient d'être dit évidemment, et aussi d'intégrer dans ce débat l'évolution même de la question démocratique, notamment à travers la montée de l'individualisme démocratique, qui est finalement un produit extrêmement positif de l'élévation générale du niveau d'instruction dans notre pays, plus conscient, plus responsable, plus capable de penser par nous-mêmes, mais plus critique aussi, et n'admettant pas que la démocratie nous impose finalement quelques formes de référence. Penser la laïcité dans la démocratie de consentement, comme l'appelle Pierre Rosanvallon, implique sans doute pour le cadre laïque et la manière, non pas dont il s'impose, comme le titrait un quotidien régional et national hier, mais une laïcité qui finalement s'impose par la conviction, ou tout du moins s'impose par l'adhésion dans notre pays, est envisageable notamment à travers ces institutions éducatives et à travers l'école. Nous avons souhaité aussi, et c'est la raison pour laquelle cette table ronde ne s'intitule pas « L'école et la laïcité, mais l'éducation », prendre en compte ce qu'il est convenu d'appeler maintenant l'extension du domaine public de l'éducation. Certes, il y a l'école, dont nous savons qu'elle occupe à peu près 10% du temps de vie des enfants dans leur vie initiale, jusqu'à 18 ans, qui est à peu près l'âge auquel les jeunes quittent leur scolarité quasiment obligatoire aujourd'hui, même si certains y échappent et malheureusement sortent de l'école sans diplôme ni qualification, et ils sont nombreux.
Mais il y a aussi, depuis quelques années déjà, une montée en puissance des politiques publiques éducatives, qui reprennent pour beaucoup d'ailleurs des activités éducatives développées par les mouvements d'éducation populaire, notamment ceux qui étaient les plus proches de l'école, et évidemment la Ligue de l'enseignement. Et c'est maintenant même quasiment traduit dans la loi et dans les faits, puisque même si ça n'a pas un caractère obligatoire, mais les projets éducatifs de territoire, disposition de la dernière loi d'orientation et de refondation de l'école de la République, conseillent fortement aux collectivités territoriales de bien vouloir s'outiller d'un projet éducatif de territoire et de bénéficier d'ailleurs pour cela de quelques moyens pour le faire. Il y a à ce jour 4,5 millions d'enfants qui fréquentent les activités périscolaires dans le cadre des projets éducatifs de territoire et sans doute quelques autres nombreux qui, au-delà de ce cercle périscolaire, fréquentent d'autres activités organisées à finalité éducative, avec des collectivités, je ne parle pas des mouvements, c'est une évidence, qui affichent des volontés éducatives et éducatrices intégrant les valeurs de la citoyenneté démocratique et très souvent d'ailleurs faisant référence à la laïcité comme cadre de leur projet éducatif. C'est donc bien dans ce contexte-là que se posent sans doute pour nous aujourd'hui, les enjeux de la relation entre éducation et laïcité. 4 participantes et participants à cette table ronde, à qui je donnerai la parole successivement comme les tables rondes précédentes, et nous aurons ensuite un temps d'échange évidemment, qui vont donc intervenir successivement. Jean-Paul Delahaye, bien connu, j'imagine, d'une partie des participants à ce colloque, inspecteur général de l'éducation nationale, qui fut directeur général de l'enseignement scolaire de 2013 à 2014, et dont aujourd'hui on parle beaucoup pour l'excellent rapport qu'il vient de commettre sur l'école et la grande pauvreté. Françoise Lorcerie, directrice de recherche émérite au CNRS, et, on va dire, intervenant et travaillant énormément sur les questions d'ethnicité, d'intégration, de discrimination et de politiques éducatives, mais elle rajoutera, j'imagine, des éléments d'actualité à cela. Laurence Decoq, professeure agrégée d'histoire-géographie, membre du collectif Aggiornamento, et travaillant, mais sans doute nous en dira-t-elle plus aussi, aujourd'hui, sur la question de l'histoire enseignée, de la recherche en matière d'histoire enseignée, et Alexandra Cordebar, adjointe au maire de Paris, chargée des affaires scolaires, de la réussite éducative et des rythmes éducatifs. Je vais donc, sans tarder, passer la parole dans un premier temps à Jean-Paul Delahaye, parce que, finalement, c'était un peu en filigrane, je trouve, de notre matinée et de la table ronde de début d'après-midi. On passe, et notamment pour l'école, d'une laïcité qui est une espèce de laïcité implicite, comme si l'école était laïque par décret, comme si il suffisait de rappeler en permanence les textes qui la fondent pour considérer que dans ses comportements, dans ses pratiques, dans ses enseignements, dans ses programmes, elle traduit la dimension laïque de ses fondements, finalement, dans ce que vivent les élèves tous les jours. On peut penser que la volonté manifestée, notamment dans la loi d'orientation, d'introduire la morale laïque, qui aujourd'hui se transforme en enseignement moral et civique, ce qui n'est sans doute pas tout à fait la même chose, et d'avoir rapidement réalisé une charte de la laïcité, est la prise en compte d'un passage sans doute d'une laïcité implicite à une laïcité plus explicite dans l'école. Et sachant le rôle que Jean-Paul Delahaye a joué dans cette émergence, nous lui avons proposé d'introduire et d'être le premier intervenant de cette table ronde. Jean-Paul, à toi. Merci beaucoup. Oui, effectivement, la loi de refondation porte bien cette ambition qui nous réunit aujourd'hui, faire partager, transmettre les valeurs de la République. Vous avez sous les yeux le texte, un extrait de la loi de 2013, qui dit bien qu'on doit faire acquérir, alors à tous les élèves, ça c'est moi qui ai mis en gras, c'est pas dans la loi, mais dans un instant je vous dirai pourquoi j'ai mis en gras à tous les élèves le respect de l'égale dignité des êtres humains et de la liberté de conscience et de la laïcité. Donc les choses sont posées dès la loi d'orientation. En 2005, la loi s'arrêtait à République, outre la mission première de l'école, outre la transmission des connaissances, etc. Et c'est nous qui avons ajouté, en 2013, le Parlement a ajouté le service public de l'éducation jusque laïcité. Et donc, dans la Charte de la laïcité, c'est un des premiers articles qui le dit, l'article 5.
la République assure dans les établissements scolaires le respect de chacun de ces principes. Ça veut dire que pour qu'il y ait République, il faut qu'il y ait des républicains, et il appartient à l'école de faire des républicains, de former des républicains. C'est le lien indissociable qu'il y a dans notre pays, historiquement, entre République et école publique. Ceci dit, et c'est la première partie de mon intervention, pour faire partager les valeurs de la République, il faut tout de même remplir un certain nombre de conditions si on veut avoir un petit peu d'efficacité. La première des conditions, c'est la base de tout, c'est que l'école et la société doivent agir de concert. Je veux dire par là que le meilleur enseignement possible de la laïcité, le meilleur enseignement possible concernant les valeurs de la République, ne sera efficace que si la réalité n'est pas démentie par ce qui est vécu par les élèves dans la société. C'est Antoine Pro qui disait en 1985 que la France est un pays un peu schizophrénique. La société fait souvent le contraire de ce qu'elle demande à l'école de transmettre. Alors évidemment, ça pourrait nous décourager. Et loin de nous décourager, ça doit au contraire nous convaincre de l'importance vitale de la mission confiée à l'école. Il y a un deuxième repère, parce que si nous avons mis tous les élèves en gras dans la citation que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est pour rappeler qu'il faut comprendre que c'est l'ensemble de la société qui est en mal d'intégration. L'ensemble de la société. C'est mon deuxième point de vigilance. Je veux dire par là, et c'est Abdenour Bidar qui dit ça très bien dans les documents qu'il a produits sur la pédagogie de la laïcité, c'est que, en fait, la question de la transmission des valeurs communes se pose en réalité de façon beaucoup plus générale pour notre société tout entière, y compris en termes d'intégration de chaque nouvelle génération et donc de tous les élèves à notre objectif de transmission des valeurs de la République. Il m'est arrivé, je vais beaucoup dans les établissements. Aujourd'hui, on peut dire que la charte de la laïcité est globalement affichée. Ça ne veut pas dire qu'elle est utilisée partout, mais globalement, elle est affichée. Ce n'était pas le cas il y a quelques mois. Il y a quelques mois, il arrivait encore que des établissements ne l'aient pas affichée. Et quand je posais la question, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas affiché la charte, il m'est arrivé d'entendre la réponse, mais ce n'est pas la peine, il n'y a pas de problème ici. Je crois qu'on passe totalement à côté du sujet si on considère que ce sont seulement les populations d'origine immigrée qui devraient recevoir un brevet de laïcité. Ou si on veut mettre vraiment les points sur les i, la charte de la laïcité ne s'adresse pas qu'aux élèves et aux parents de confession musulmane. Troisième point de vigilance, évidemment la formation des personnels, parce que vous imaginez bien le travail que cela représente. Ce travail de transmission et de partage des valeurs de la République. Et donc, bien entendu, si la pédagogie de la laïcité est un élément fondamental de la refondation de l'école, ce qu'elle est réellement, eh bien, il faut remédier au déficit dans la formation professionnelle des personnels a souffert ces dernières années en matière de laïcité. Alors, c'est le rôle des écoles supérieures du professorat et de l'éducation. C'est aussi le rôle des référents laïcité. Il y en a plus d'1 millier qui ont été formés et qui sont à la disposition des équipes académiques pour organiser des formations, qui vont pouvoir d'ailleurs s'appuyer maintenant sur le livret laïcité que la ministre Najat Vallaud-Belkacem a mis à disposition des cadres et dont le contenu est destiné à faire en sorte que aucune équipe éducative, aucun professionnel ne se sente isolé ou démuni vis-à-vis du respect du principe de laïcité à l'école. Quatrième point de vigilance, c'est qu'il me semble qu'il faut qu'on... Enfin, il ne me semble pas, je suis sûr, qu'il faut être attentif au lien entre laïcité et justice socio-économique. Ça a déjà été dit depuis ce matin. On a souvent fait référence à Jaurès. N'oublions pas que Jaurès disait « La République française est laïque et sociale, elle restera laïque si elle sait rester sociale ». Je veux dire par là que dans certaines parties de notre territoire, dans les quartiers ghettoisés dont on parlait tout à l'heure, les valeurs de la République apparaissent trop souvent aux habitants, plus comme des incantations que comme des réalités vécues. Si on oublie cela, on ne peut pas comprendre pourquoi, aux yeux de certains, les valeurs que l'école est chargée de promouvoir n'ont pas beaucoup de sens et de réalité a priori. C'est la pauvreté économique, sociale, culturelle de bon nombre d'élèves qui rend très difficile aux enseignants leur mission de transmission des savoirs fondés sur la raison. Or, la raison est un instrument indispensable pour expliquer le monde.
Quelle citoyenneté en partage? Enfin, posons-nous cette question. Quelle citoyenneté en partage pour les 5 millions de chômeurs et leurs enfants? Pour le 1,2 million d'élèves, écoliers, collégiens et lycéens, qui vivent aujourd'hui dans des familles en situation de grande pauvreté. C'est quand même un élève sur 10. Quelle citoyenneté en partage? Comment entrer sereinement dans les apprentissages quand on est mal logé, quand on a des difficultés pour se nourrir, pour s'habiller, pour payer des fournitures, pour participer à des sorties scolaires et culturelles? Victor Hugo, on parlait des communards tout à l'heure. Edoui Pellenet parlait des communards. C'est Victor Hugo, en 1872, qui a cette magnifique formule en parlant des communards et de leurs excès. Comment peut-il penser celui qui ne peut vivre? Comment peut-il penser celui qui ne peut vivre? Je vous invite à méditer sur cette très forte parole. En fait, 5e point de vigilance, je ne vais pas être trop long sur cette première partie, notre institution scolaire elle-même doit donner l'exemple des valeurs qu'elle est censée faire partager aux élèves et donc affronter un fait devenu insupportable. Je veux parler de l'échec scolaire précoce et cumulatif des enfants issus de milieux défavorisés. Échec qui met gravement en cause, tout de même, l'idéal du système éducatif d'assurer l'égalité des enfants, malgré l'engagement des personnels. Et je peux témoigner que cet engagement il est formidable, notamment dans les territoires ruraux et urbains défavorisés. Il y a une fracture scolaire comme il y a une fracture sociale dans notre pays, qui est attestée par la permanence de l'effet de l'origine sociale sur les destins scolaires. Nous sommes le pays au monde de l'OCDE dans lequel le destin scolaire est le plus lié à l'origine sociale, ce qui est tout de même difficilement supportable pour notre pays. Comment faire cela? Parce que notre école, en fait, peine à faire du commun pendant la scolarité obligatoire. L'exemple des difficultés que nous avons à réformer le collège, qui est en construction depuis 40 ans, est tout de même un bel exemple. Comment prétendre à une citoyenneté partagée par la jeunesse, quand une partie d'entre elles s'aperçoit très vite d'ailleurs que le collège qui l'accueille n'a pas été pensé pour tous les élèves? Comment expliquer que chaque fois qu'on veut élargir la base sociale de la réussite, on soit immédiatement accusé de nivellement par le bas par ceux qui veulent garder les positions acquises par leur classe sociale? Peut-il exister une citoyenneté partagée sans mixité sociale et scolaire? C'est-à-dire si ceux qui bénéficient d'un système élitiste, qui en fait n'est pas un élitisme républicain, disons les choses, c'est un élitisme social, continuent à vouloir isoler leurs enfants des enfants du peuple. Il ne faut pas qu'on sous-estime cette difficulté, ce problème, parce que dans une époque, on l'a dit tout à l'heure, où les droits l'ont souvent emporté sur les devoirs, comment ceux qui sont privés de droits pourraient-ils considérer qu'ils ont exactement les mêmes devoirs que les autres? Et ça place notre école laïque dans une position plus que délicate, une position en quelque sorte de cristallisation de toutes les insatisfactions en tant que représentant d'une république qui oublie parfois que la devise républicaine est un tout et qu'il est illusoire de penser faire vivre la liberté si on oublie l'égalité et la fraternité. C'est d'autant plus grave que la laïcité doit permettre d'incarner et de valoriser notre devise. Il ne faudrait pas qu'on utilise la laïcité pour échapper à la question du caractère profondément inégalitaire de notre société et de notre école. Autrement dit, comment être crédible s'agissant du vivre ensemble si nous ne sommes pas capables de scolariser ensemble, au moins pendant la scolarité obligatoire? Seule l'école de la réussite, pour tous les élèves, peut être aussi celle de l'émancipation, de la formation de l'esprit critique, de la compréhension du monde et des règles qui fondent notre appartenance commune à la République. Alors, de façon très modeste, parce que les écarts sont terribles et on a un travail pour au moins une génération, la loi de refondation pose déjà des jalons, avec la priorité qui est donnée à l'école primaire, à la formation des personnels, à l'éducation prioritaire, mais on voit bien que nous avons un très gros travail devant nous. Ça fait très longtemps qu'on sait que questions sociales et questions laïques sont liées. On a parlé de Jaurès il y a un instant, Ferdinand Buisson le disait très clairement. Il y a toujours une question scolaire, c'est pas de savoir qui de l'Église ou de l'État dirigera l'école, la chose est jugée. Alors bon, il était un peu optimiste, on est en 1911, c'est de savoir si notre démocratie réussira à faire par l'éducation la force de demain, plus forte, plus grande, plus juste, plus humaine que ne fut celle d'hier. Ce n'est plus une question politique, c'est la première des questions sociales. 1911, Ferdinand Buisson.
Alors après ces quelques points de vigilance, je vais continuer donc la présentation de la charte. Donc c'est Vincent Peillon qui l'a proposée en septembre 2013. Il a voulu la rendre la plus claire possible pour être intelligible, accessible à tous, parce qu'effectivement, comme le disait Éric Favet, seule une laïcité bien comprise peut être une laïcité bien transmise. Sur le site EduScol que vous connaissez sans doute, il y a quantité de ressources pédagogiques permettant aux acteurs de l'éducation d'effectuer ce travail de transmission. Ce qui a été voulu, ça c'est un parti pris, j'espère qu'il va apparaître, c'est que nous avons voulu lier la présentation de la charte, et donc les principes de laïcité le principe de laïcité qui apparaît dans la charte, en lien avec les valeurs de la République. Et ça apparaît très clairement dès l'article 4. La laïcité est ce qui permet l'exercice de la citoyenneté en conciliant la liberté de chacun avec l'égalité et la fraternité de tous dans le souci de l'intérêt général. Donc on pose d'emblée qu'il y a un lien très, très clair, très fort entre laïcité et valeurs de la République. Si on a fait cela, c'est pour une raison pédagogique. C'est-à-dire qu'en créant ce lien explicite entre laïcité et valeurs, on a souhaité que la charte ouvre en même temps la voie à une multitude d'opportunités pédagogiques de mobiliser la laïcité dans un établissement. C'est ce qui est rappelé à l'article 15. Par leurs réflexions et leurs activités, le mot activité est très important, les élèves contribuent à faire vivre la laïcité au sein de leur établissement. C'est important en effet de préciser que les élèves doivent être en activité. Parce que la tentation pourrait être d'utiliser les articles de la charte de la laïcité à l'école comme autant de proclamations à accepter sans discussion. Ça serait évidemment une erreur fondamentale. Ça serait une façon de montrer qu'il y a une pédagogie hors sol, alors qu'en fait, il y a quantité d'actions, il y a quantité de situations de vie dans les écoles, collèges et lycées pour permettre d'avoir et donc la charte, en fait, c'est ça aussi, c'est une sorte d'outil pratique pour conduire chacun à réfléchir sur l'usage qu'il fait de sa liberté. Parce que oui, la laïcité, ça a été dit aussi depuis ce matin, c'est bien un cadre, un principe d'organisation de l'État qui garantit une liberté fondamentale, la liberté d'expression, la liberté de conscience, la liberté de conscience. Donc c'est l'article 3 qui le dit, je passe, vous connaissez ça par cœur. Et donc, dans un établissement scolaire, on a souhaité aussi le mettre dans la charte, c'est l'article 8. Il y a cette liberté d'expression qui est garantie aux élèves dans la limite, bien sûr, c'est l'article 8, c'est la suite, je dis à Sophie, là, voilà, très bien, dans le respect des valeurs républicaines et du pluralisme des convictions. C'est l'occasion de rappeler que la laïcité n'est pas l'ennemi de la religion et que la charte de la laïcité ne saurait être donc utilisée comme un outil anti-religieux. C'est une occasion aussi de rappeler que le principe de laïcité permet à la République de garantir aux citoyens d'être catholiques, musulmans, juifs, protestants, agnostiques, athées. C'est l'occasion de rappeler que la laïcité n'est pas une option spirituelle comme les autres, particulière. C'est la condition d'existence de tous, de toutes les convictions. Et donc, pour que tous les citoyens puissent vivre ensemble, c'est la République qui est laïque, non un groupe ou une communauté. Et donc, on peut respecter le principe de laïcité en étant croyant et bien sûr enseigner la laïcité, quelles que soient ses options religieuses. Il m'est arrivé de rencontrer un enseignant qui m'a dit un jour, voilà, est-ce que je peux enseigner la laïcité alors que j'ai par ailleurs des convictions religieuses? Bien entendu, oui. Et donc c'est ce qui motive d'ailleurs la loi de 2004, c'est-à-dire qu'on peut respecter le principe de laïcité, bien sûr, mais il y a un certain nombre de droits et de devoirs, et donc ça apparaît bien dans l'article 14 qui rappelle la loi de 2004 sur le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse, et il y a, dans le début de l'article, rappelle qu'on doit évidemment respecter le règlement intérieur. L'article 6 de la charte, il est important parce qu'il permet de montrer aux élèves que la laïcité est à la fois une liberté, mais c'est aussi une protection. Enfin, les deux, évidemment, sont tout à fait liés. C'est important de dire que cette liberté, cette protection de tout prosélytisme, de toute pression, il est important que les élèves et leurs parents se représentent bien la garantie et le bénéfice de la laïcité de l'école comme un élément majeur de la confiance que celle-ci doit inspirer.
Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut bien aussi comprendre que la mission de l'école laïque, est-il besoin de le préciser, n'est pas de rendre tous les jeunes identiques. Une affirmation identitaire, individuelle ou collective, n'est donc pas en soi illégitime. Et une solidarité de groupe ne conduit pas obligatoirement au communautarisme. Certaines attitudes ne sont pas toutes des menaces pour la République. C'est Jean Bobéro qui rappelle dans son dernier ouvrage qu'il a toujours existé des communautés en France. La question est de savoir comment l'école peut concilier ces affirmations identitaires de nature religieuse, par exemple, et la vie scolaire des établissements, comment poser des limites dans le respect du principe de laïcité, comment, pour reprendre la formule d'Henri Pénarruiz, alors vous voyez bien mon écuménisme, hein, je rajoute dans le même temps Jean Bobéro et Henri Pénarruiz, comment faire vivre un idéal laïque devenu illisible dans un monde saisi par la frénésie des identités exclusives. Autrement dit, comment faire œuvre d'éducation sans prêter le flanc à l'accusation d'intégrisme laïque. Rappelons-nous cette formule très intéressante qu'il y avait dans le plan Langevin-Vallon de 1947, la laïcité de l'école n'implique pas qu'elle n'exerce aucune action éducative. Et donc, la réponse, c'est que le principe de laïcité ne peut être réellement transmis et compris que si on ne perd pas de vue quelques repères. J'ai encore 5 minutes ? Oui. Voilà. Dans les établissements scolaires, c'est le premier repère, les éducateurs doivent faire comprendre aux élèves qu'en République, la liberté, y compris l'indépendance sociale, eh bien, les éducateurs doivent absolument refuser et combattre toutes les pressions que certains groupes d'élèves ou d'adultes chercheraient à exercer sur des élèves ou des adultes d'ailleurs, au nom d'une obligation d'appartenance particulière. La République, hein, ça n'est pas l'acceptation d'un homme qui serait déterminé par sa naissance, sa religion ou son absence de religion d'ailleurs, c'est la garantie apportée à l'homme de sa liberté pour pouvoir s'autodéterminer. Donc voilà pour la liberté. Mais la laïcité, c'est un cadre qui garantit aussi l'égalité. Ça, c'est l'article 1 de la Charte et la non-discrimination. La France est une république indivisible, laïque, démocratique, sociale. On a vu ça depuis ce matin, avec un article 9 qui enchaîne et qui met le doigt sur l'égalité entre les filles et les garçons. Dans les établissements scolaires, les éducateurs, et donc ça c'est le troisième repère, doivent refuser que l'affirmation identitaire se construise de façon conflictuelle sur le rejet de ce qui nous est commun. Et donc, on ne doit pas se laisser entraîner dans des compromis à l'égard de valeurs fondamentales. Autrement dit, la revendication identitaire ne doit jamais entraver les règles de vie que nous avons fondées, comme la stricte égalité entre les élèves. Il y a donc très clairement une limite aux accommodements. Je veux dire par là que consentir des accommodements sur les 3 repères que je viens d'énoncer très, très rapidement, en fait, n'aurait rien à voir avec ce qu'il est convenu d'appeler des accommodements raisonnables, mais aurait plutôt à voir avec des compromissions inacceptables. Et donc j'en viens, et je termine par là, à ce que sont les moyens de la laïcité, et que nous avons souhaité aussi bien faire apparaître dans la Charte de la laïcité. Le premier moyen indispensable pour garantir la liberté et l'égalité, c'est bien sûr la séparation, ça a été dit ce matin, donc ça c'est notre article 2 de la Charte de la laïcité. Hein. La République laïque organise la séparation des religions et de l'État. Je m'arrête là, j'utiliserai l'article 2 dans un instant. Cette séparation, on a parlé un peu d'histoire tout à l'heure, moi je la rattache donc dans notre histoire collective à la très belle déclaration de Jules Ferry. Alors ça, c'est pas dans la Charte, hein, c'est mon apport un peu personnel, dans ce qu'il déclare au Sénat en juin 1881, parce qu'on a parlé de frontières tout à l'heure, il utilise la formule de frontière. Hein. Si vous voulez faire la paix entre 2 puissances rivales, l'État et l'Église, on va tout de suite à la fin délimiter les frontières. Hein, délimiter les frontières et vous ferez la paix. Hein, ce n'est pas dans la confusion qu'on arrive à faire cet État stable, mais c'est dans la nette, claire et définitive séparation des attributions. Séparation, ça existe déjà en 1880 dans le discours qu'il fait au Sénat. Et donc c'est tout le paradoxe apparent de la laïcité qui sépare pour rassembler. Qui sépare, et donc ça est très important aussi de le faire comprendre à nos élèves, qui sépare le pouvoir religieux et le pouvoir politique, le droit civil et le droit canon, le curé et le pasteur, l'imam, le rabbin de l'instituteur,
qui n'est pas inférieur, comme vous le savez, dans la transmission des valeurs à ceux que je viens de citer, pour rassembler donc les citoyens autour de valeurs communes. Autrement dit, la laïcité ne rejette personne, mais en contrepartie, il y a une contrepartie, les parents et les élèves, membres à part entière de la communauté éducative, s'engagent à respecter les 3 piliers de notre école, la laïcité, la gratuité et l'obligation. Et donc ça, c'est l'article 13 qui le dit très clairement. Nul ne peut se prévaloir de son appartenance religieuse pour refuser de se conformer aux règles applicables dans l'école de la République. Et puis il y a un deuxième moyen pour garantir la liberté et l'égalité, c'est la neutralité. Donc c'est là que je remets l'article 2, avec la suite de l'article 2. L'État est neutre à l'égard des convictions religieuses ou spirituelles. Il n'y a pas de religion d'État. Donc c'est une façon de dire aux élèves, de montrer aux élèves que la laïcité n'est pas dirigée contre des individus ou des religions, mais qu'elle garantit l'égal traitement de tous les élèves et l'égale dignité de tous les élèves. Et donc, l'article 11 en tire la conséquence pour les personnels, strict devoir de neutralité des personnels. Juste un mot pour terminer, pour dire qu'il ne faut pas commettre de contresens sur le principe de neutralité. On l'a vu depuis ce matin. Il doit bien être entendu que la neutralité, c'est la neutralité religieuse. Ça n'est pas la neutralité des valeurs. Et un État laïque, de ce point de vue, n'est pas un État faible. Donc ça aussi, il faut que l'on puisse rassurer nos équipes, qui n'ont pas à transiger sur un certain nombre de principes fondamentaux. Tout n'est pas négociable, et les valeurs ne sont certainement pas négociables. Ce qu'on a mis enfin dans la charte, puis j'arrête là parce que ma voisine va en parler, c'est que, bien entendu, la question des programmes est une question essentielle. Donc c'est l'article 7 avec la référence à une culture commune et partagée, et puis à l'article 12 qui fait référence à ce qu'on avait déjà écrit dans une circulaire en mai 2004, c'est qu'on ne peut évidemment s'opposer à un enseignement au nom d'une conviction religieuse ou politique. Petit signal, si vous voulez. Souvenons-nous que la laïcité est entrée dans l'école par les programmes. En fait, c'est un seul mot qui a changé. Avant Ferry, c'était instruction morale et religieuse, et depuis la loi de 82, c'est instruction morale et civique. Un seul mot. On a commencé par laïciser les programmes de morale. Il n'est donc pas étonnant que ceux qui aujourd'hui contestent encore ce principe de laïcité commencent par attaquer les programmes. Parce que c'est par les programmes que ça a commencé. Donc, petite alerte que je me permets de formuler. Merci de votre attention. Merci Jean-Paul. Après ce rappel finalement sur les intentions de l'école, il nous a donc semblé important d'aller un petit peu plus concrètement y voir aussi du côté des pratiques de l'école et d'une partie de la réalité. En gros, depuis ce matin, on entend assez souvent dire que la République ne vaut que par les promesses qu'elle tient ou par les preuves qu'elle donne. Françoise, donc, tu as été amenée à travailler notamment sur la question de l'école et de la diversité culturelle, sur la question de l'ethnicisation aussi, d'un certain nombre d'approches. Donc, je te cède la parole sans tarder. Merci. Alors, pour prendre la suite de cette table ronde, en fait, je ne vais pas parler d'approche générale de l'école, mais je voudrais vous présenter une opération dans laquelle je suis impliquée, qui tente, dans une académie, de faire passer dans le concret la formation à la laïcité, dans le sens où on vient de dire, former à faire partager les valeurs de la République, et notamment la laïcité, par les élèves. Dans cette académie, une équipe s'est montée pour participer, mettre en œuvre la grande mobilisation pour les valeurs de la République à l'échelle de cette académie et faire en sorte que un nombre, c'était l'intention de la ministre, un nombre le plus grand possible. Elle avait parlé de 100 000 professeurs, on n'arriverait pas à 100 000 chez nous, mais on va arriver à peu près 1200 professeurs soient formés à la question d'une pédagogie laïque et de faire vivre, faire partager les valeurs de la laïcité par les élèves. Et ça n'a rien d'évident d'avoir eu cette ambition et d'être en train d'essayer de la faire vivre. Et c'est de ça, en fait, que je voudrais vous parler. Qu'est-ce qui se passe, comment on y arrive, à quoi on arrive et quelles sont les limites aussi
de ce genre de travail. Le collectif qui s'est mis en place dans cette académie, il a une histoire et j'y viendrai, mais pour l'instant, ce qui est remarquable, c'est que c'est un collectif qui est pluristatutaire, qui est formé par des chefs d'établissement, des inspecteurs du second degré principalement, mais aussi des universitaires, dont je suis. Ça a été l'idée donc de travailler non pas de façon enfermée dans le sein de l'institution, mais avec une certaine ouverture, de sorte à pouvoir faire entrer le débat, voir la divergence dans notre approche et renforcer notre approche par le fait que ce débat, il est d'une certaine façon dépassé par les discussions que nous avons entre nous. Notre mode d'action, c'est de fonctionner par séminaire d'une journée par bassin, en demandant aux chefs d'établissement de passer l'information à leurs collègues et donc d'inviter les gens par bassin. On a donc des formations par bassin qui regroupent environ entre 60 et 150 personnes à chaque fois. Comme on en aura fait 12 ou 13, c'est comme ça que j'arrive à peu près 1200 personnes touchées. Ça sera de toute façon pas beaucoup, ça sera moins de 5% des personnels du second degré qui auraient pu être, qu'il faudrait toucher pour avoir une pédagogie de la laïcité qui soit véritablement distribuée dans toutes les disciplines, qui est d'une chance de vivre dans toutes les disciplines et dans tous les établissements. L'orientation centrale, et on a vu, c'est dans la charte. Mais avant d'être dans la charte, c'était aussi dans le code de l'éducation et personne ne s'en émouvait beaucoup. Faire partager les valeurs de la République. Il nous a semblé que cette accentuation de l'idée de faire partager, c'était très important cette fois-ci. Que c'était ça, un des effets de l'émotion suscitée par les événements dramatiques de Paris en janvier 2015. C'était cette idée que il ne faut plus se contenter de transmettre au sens enseigner les valeurs de la République et notamment la laïcité. C'est pas ça qui nous est demandé là. Ce qui nous est demandé, c'est d'amener un autre climat dans les établissements, un climat fait de partage autour de ces questions et qui, dans le cadre de laïcité que l'on peut espérer mettre en place, autorise, voire valorise les échanges, les débats, les discussions autour des convictions, l'expression aussi des identités. On vient de le dire, il n'y a aucune raison de penser que l'expression des identités est illégitime. Ce qui est certain, c'est que les enseignants, habituellement, ne savent pas quoi en faire. Et nous nous sommes dit, nous, qu'il fallait précisément préparer les enseignants à accepter ces expressions d'identité et à faire quelque chose avec qui soit éducatif. La situation existante maintenant, ce que nous avons trouvé en commençant, elle est difficile. On n'en parle pas beaucoup quand on réfléchit à la laïcité en tant que telle, à la valeur, voire même à la charte. La situation sur le terrain est réellement difficile à ce sujet. Je dirais que ce qui me semble, maintenant je vais parler de moi personnellement, mais je dirais nous quand il me semble que ce que je dis est partagé largement dans l'équipe dont je parle, la loi de 2004 a laissé des traces terribles dans la pratique d'enseignement de nos collègues et dans la pratique de la vie scolaire dans les établissements. Laisser des traces, ça veut dire que pour une partie de nos collègues et pour les chefs d'établissement, pour une partie aussi des chefs d'établissement, ce qui leur est demandé par la loi maintenant, c'est de chasser les signes, de repérer tous les signes d'islam, puisque c'est d'islam qu'on parle, de les voir s'inventer et de les interdire dès qu'ils se présentent. Ça n'a fait que augmenter le sentiment d'être pris au piège, d'être captif d'un quartier qui ne veut pas d'eux, d'un quartier qui vit autrement, une sorte de sentiment obsidional qui s'est beaucoup développé depuis cette loi-là. Et l'idée que,
Appliquer la laïcité, c'est ça le plus redoutable à mon avis. Pour une bonne partie de nos collègues, appliquer la laïcité, c'est sanctionner. C'est interdire. C'est exiger. Et c'est pas du tout faire partager. Autrement dit, on se trouve avec une crispation et il faut travailler sur cette crispation, lui laisser le temps de s'exprimer. En formation, c'est ça qu'il faut faire. Hein. Et arriver à retourner la situation pour que nos collègues comprennent qu'on peut faire autre chose que chasser les signes d'islam quand on se réclame de la laïcité. Exemple de question posée en toute bonne foi par un collègue prof de DPS, je prends cet exemple parce qu'il m'avait frappé, mais il y en a plein d'autres, posé aux juristes du rectorat qui participent à nos séances, à nos séminaires de formation. Voilà, je suis prof DPS pendant le ramadan, qu'est-ce que je fais? Et ce qu'il posait comme question, c'est est-ce que la laïcité m'autorise à prendre en compte la fatigue des élèves? Le juriste était bouche bée. Mais c'était une vraie question. Et l'ensemble de l'auditoire partageait cette question-là. Est-ce que j'ai le droit de prendre en compte la religion de mes élèves? Est-ce que j'ai le droit de prendre en compte le fait qu'ils sont fatigués? C'est la laïcité. Je dirais que par rapport à cette situation-là, notre travail, notre analyse, ça a été que on était devant une sorte de baisse du professionnalisme des enseignants par rapport à la question des valeurs. Ou en tout cas, ils avaient, depuis un certain temps, fini par se déprofessionnaliser à ce sujet-là. Et que nous, du coup, notre travail, c'était essayer de les reprofessionnaliser, les encourager, les aider à identifier les problèmes qui se posaient et à les résoudre de façon éducative, en fait. 2 lignes de nos séminaires pour faire ça. D'abord, le côté connaissance. C'est vrai qu'il y a des connaissances à avoir sur l'histoire de la laïcité, sur le droit de la laïcité. Il s'inquiète que je prenne trop de temps, mais non, je progresse. Notre position, c'est de dire qu'il y a des convictions différentes en matière de la laïcité, mais il y a un droit public, qui est le droit des libertés publiques, qui est également qui prévoit la neutralité de l'État, justement pour que ces libertés publiques puissent vivre, puissent s'éprouver par tout le monde. Neutralité et droit des libertés, donc nous y insistons. Et le deuxième temps de notre travail, c'est professionnaliser l'action en matière de valeurs. On utilise en particulier le travail sur des incidents critiques, etc. Je ne vais pas développer parce que je voudrais, dans le temps qui me reste, parler d'un point qui me paraît, moi, essentiel pour que cette valeur de laïcité puisse entrer dans une stratégie de formation des collègues dans les académies, c'est-à-dire que pour que la commande faite par le ministère ait une chance de vivre dans les académies, c'est la formation de formateurs qui soient justement les promoteurs de cette forme nouvelle de travail. Dans cette académie, cette équipe de formation de formateurs dont j'ai parlé, qui fait maintenant une 50aine de personnes, elle a commencé petit, avec une 12aine de chefs d'établissement, mais il y a de ça 3 ans déjà. Et c'est le sens aussi de ce que je voudrais souligner, c'est que ça ne se fait pas tout seul. Ça demande un certain temps pour passer d'une posture de sanction, d'une posture d'interdiction à une posture de travail et d'ouverture à la contradiction et d'échange avec les différences. Et ce petit groupe de chefs d'établissement qui étaient dans un bassin difficile, la première chose sur laquelle ils ont travaillé, c'est sur l'islam. C'est sur les fantasmes autour de l'islam, en travaillant avec en écoutant des chercheurs qui avaient étudié la façon dont la religiosité des jeunes s'exprime aujourd'hui, la façon dont l'islam se transmet aujourd'hui dans les vies françaises, etc. Des questions objectives, si vous voulez, sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on appelle l'islam aujourd'hui en France, c'est quoi la religion musulmane aujourd'hui en France. Ça, c'est le premier point.
Mais le deuxième point qui, à mon avis, a été déterminant dans l'ardeur que mettent maintenant ces gens-là à former leurs collègues et à continuer l'action, c'est la rencontre avec un musulman. Et là, c'était un imam qui est venu, auquel ils ont posé leurs questions et qu'il a répondu, évidemment. Et ils se sont rendus compte de la profonde ressemblance axiologique, la profonde ressemblance du point de vue des valeurs entre eux et lui. Et pourtant, il était tout à fait... il avait des éléments de sa personne, de sa personnalité, de sa façon de se présenter qui étaient tout à fait musulmans. Ça a été très important, cette rencontre, et je voudrais insister là-dessus auprès de vous qui êtes des formateurs de formateurs aussi, un certain nombre d'entre vous, rencontrer des musulmans et faire jouer l'empathie, avoir une chance de sortir de cette aversion répandue à l'égard de l'islam en rencontrant des personnes et en développant de l'empathie avec. Je termine maintenant en disant, ce travail que nous faisons avec cette équipe-là rencontre un accueil extrêmement favorable chez les enseignants en formation. Je n'ai pas vu, moi j'ai fait plusieurs de ces séminaires, je n'ai vu aucune objection de principe. Aucune. Les gens sont preneurs à partir du moment où on les aide à professionnaliser leur approche des divergences, des questions d'opinion, des questions d'expression religieuse, etc. Même des questions de contestation du programme. Évidemment, ça rentre dans la professionnalisation que de savoir traiter ces questions de contestation du programme. Ce n'est pas appliquer la loi qu'il s'agit de faire à ce moment-là, c'est travailler avec l'élève sur qu'est-ce que c'est qu'une croyance, qu'est-ce que c'est qu'un savoir, qu'est-ce que c'est qu'une opinion, et faire bénéficier toute la classe, évidemment, de ces questions-là. Il y a des régimes de vérité différents, les élèves sont perdus là-dedans, parfois aussi les profs, et il y a tout un travail à faire pour que les uns et les autres puissent s'y retrouver. Les profs sont donc partants, les élèves sont partants. Nous avons travaillé avec les élèves du CAVL, ils étaient complètement partants dans l'idée, il faut du débat, il faut qu'on puisse exprimer, il faut qu'on puisse gérer les contradictions entre nous, etc. Les familles adhèrent. Et les associations adhèrent, inutile de le dire. Maintenant, les limites. Il me semble que c'est très important de se rendre compte qu'il y a des limites importantes parce que soit on est dans un aggiornamento, soit on est dans une réorientation, un renouvellement véritable de l'approche de la question des valeurs dans l'école, soit on est dans l'incantation, on a dit le mot, et le mot, c'est le mot qui circule sur le terrain, vous le savez bien. Le problème, c'est que, à cet égard, on a peu de communication du gouvernement, peu de communication audible sur quoi on puisse s'appuyer. Nos collègues sont des citoyens comme les autres, ils lisent les journaux, ils entendent les horreurs et les bêtises qui sont dites à droite et à gauche. Qu'est-ce qui leur fait penser qu'il y a une nouvelle impulsion qui est donnée au travail sur la laïcité dans l'école? Pas grand-chose. On est dans des situations parfois hystériques avec les médias. Qu'est-ce qui peut aider les collègues à se dire non, mais on nous rabat les oreilles avec la laïcité, mais c'est toujours pareil, rien n'a changé. Qu'est-ce qui peut les aider à comprendre que non, c'est pas le cas? Pas grand-chose. Un deuxième point à comprendre, et vous qui connaissez les questions de l'école, vous vous en doutez bien, c'est que ça demande, pour être poursuivi dans la durée et dans le concret, une très profonde transformation des postures de nos collègues enseignants et une très profonde transformation de l'attitude habituelle de la hiérarchie intermédiaire de l'école. Ça n'est pas joué du tout que les questions soient travaillées dans la durée de telle sorte que les postures de l'enseignant se transforment et que l'engagement des chefs d'établissement sur ces questions persiste. Il s'agit véritablement d'une culture, d'un ethos scolaire qui doit changer. On avait jusqu'à présent, par rapport à la laïcité, un ethos. Tout à l'heure, quand M. Delahaye évoquait la charte de la laïcité, ça me faisait penser au contrat d'accueil et d'intégration. Ceux d'entre vous qui s'occupent des immigrés savent ce que ça veut dire. C'est un contrat qu'on fait signer aux personnes qui accèdent au séjour. Et dans ce contrat, la France est exemplaire. Et eux doivent signer en se soumettant à l'exemplarité de la France. On a parfois l'impression que la charte de la laïcité fonctionne comme ça.
Or, c'est pas comme ça qu'elle doit fonctionner. Et Jean-Paul Delahaye l'a souligné. C'est pas comme ça qu'elle doit fonctionner. Elle doit pas fonctionner comme quelque chose qui dirait aux gens, voyez tout ce que je fais pour vous, voyez comme je suis exemplaire, signez. Non, il s'agit d'amener les gens, et notamment les enfants, les jeunes, à intérioriser ces valeurs-là. Et c'est tout autre chose, évidemment, qu'une signature. Conclusion, voilà, je pense que réellement une réorientation très profonde et très importante s'est engagée concernant les valeurs de la République, et cette réorientation touche à la refondation de l'école. Le programme très beau de EMC va complètement dans ce sens-là, travailler avec la sensibilité des élèves, travailler sur leur engagement, sur la dimension engagement dans les valeurs, c'est bien de ça qu'il s'agit. Mais cette réorientation doit être accompagnée et poussée pour avoir une chance d'être autre chose qu'une incantation sur le terrain. Voilà. Merci Françoise. Nous allons avec Laurence Decoq pénétrer encore plus profondément dans l'univers des élèves et dans l'univers des enseignements, puisqu'elle va nous livrer son point de vue à la fois de professeur et de chercheur sur cette question. Merci beaucoup. Vous allez voir que je vais à la fois me positionner en accord avec ce qui a été dit et en même temps de façon un peu biseautée, en vous faisant remonter quelques échos de terrain et en essayant d'interroger cette question-là de façon un petit peu différente et en déconstruisant quelques idées reçues, quelques idées de sens commun. Et puis en adhérant à la fois à ce que vient de dire Françoise Lercerie et en même temps à une autre urgence qu'elle n'a pas mentionnée et qui me semble très importante. Alors d'abord, je vais commencer par un premier point, c'est la disjonction entre le principe de laïcité qui nous a été rappelé fort brillamment à l'instant par M. Delahaye, et puis la façon dont ça a été reçu sur le terrain, notamment au moment des attentats de Charlie. Alors quand je parle de terrain, je parle moi d'un terrain constitué par un collectif que j'ai fondé qui s'appelle Aggiornamento. Je suis ravie parce que je n'arrête pas d'entendre ce nom. Alors bon, nous n'avons pas vraiment de rapport avec les différents Aggiornamento dont il a été question aujourd'hui, mais enfin bon, c'est pas grave, comme ça vous allez retenir le nom, c'est bien. Nous sommes à peu près 2 enseignants à avoir fait remonter de façon tout à fait spontanée ce qui s'était passé dans les classes le lendemain des attentats de Charlie. Sur une liste de discussion, il se trouve qu'on parle beaucoup des élèves, mais il faut aussi parler des enseignants. Il se trouve que les enseignants ont quand même été saisis aussi par le drame et que ce n'est pas uniquement par absence de professionnalité que beaucoup d'entre nous ont été particulièrement démunis par rapport à ce qui s'est passé, par rapport surtout à ce qui nous a été demandé dans l'immédiat, c'est-à-dire quasiment dans les minutes qui ont suivi. Donc nous avons fait ce travail de mise en commun, finalement de mutualisation d'une parole, en faisant remonter ce qui s'était passé dans nos classes. Ce qui s'est... Pardon, c'est peut-être moi qui peux parler moins fort. Ce qui s'est passé... Ce qui s'est passé, en tout cas ce qui est remonté de la part des collègues, et de la part de mes élèves aussi, donc là je peux vraiment dire un nous. Moi j'ai enseigné 16 ans à Nanterre, donc j'étais à Nanterre dans un lycée profilé de façon très très populaire, on pourrait dire, pour le dire vite. Ce qui s'est passé, d'abord la première réaction des élèves, ça a été la peur. La peur, d'abord peur, parce que ça fait peur, c'est un événement dramatique, donc ça fait peur. Mais pour beaucoup d'élèves, et notamment dans les quartiers stigmatisés dont on a parlé depuis le début de la journée, pour beaucoup d'élèves, cette peur, ça a été la peur d'être immédiatement désigné comme responsable. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'institution ne les a pas vraiment protégés de ce point de vue-là. Parce que immédiatement, ces élèves ont été désignés comme responsables dans les discours publics. Et leur peur d'être montrés du doigt, eux, supposés uniquement musulmans, donc supposés avoir maille à partir avec les tueurs, cette peur-là s'est incarnée dans les discours non seulement médiatiques, mais aussi politiques. Par ailleurs, il a été immédiatement
supposé, et avec une corrélation qui, de mon point de vue, n'a rien d'évident, il a été immédiatement supposé que les attentats étaient dus à une défaillance de la laïcité. Quand vous discutez avec des gens d'autres pays, j'en ai discuté par exemple avec des journalistes anglais, j'étais tout à fait étonnée de voir que immédiatement dans les débats publics, la thérapeutique qui a été mise en avant, ça a été la question de la laïcité. Je me disais, mais est-ce que vous pouvez juste nous expliquer, mais très sincèrement, quelle relation il y a entre les attentats de Charlie Hebdo et la laïcité? Mais ça ne va pas de soi. Donc, une corrélation qui a été un petit peu particulière, un petit peu problématique, d'autant que quelques jours après, alors qu'il y avait 4 millions de personnes dans les rues, personne n'a dit que ce serait peut-être une réussite de la laïcité. Autrement dit, la laïcité a été pointée uniquement sous l'angle de ses supposées défaillances. Ça a fait émerger une disjonction très forte entre le travail qui était en train d'être élaboré de formulation de charte et les discours publics sur la laïcité. Et c'est mon second point. Cette disjonction fait qu'il y a aujourd'hui, et je crois que c'est aussi ce que disait Françoise, un discours complètement brouillé pour les enseignants sur ce que doit être la laïcité et sur la pédagogie de la laïcité. Je vais vous en donner deux ou trois exemples. Premier exemple, concernant les programmes de MC, donc éducation morale et civique. Ces programmes ont été lancés bien avant, enfin l'écriture de ces programmes ont été lancés bien avant les attentats de Charlie Hebdo, lancés effectivement par une commission dirigée par quelqu'un particulièrement féru de pédagogie active, d'éducation nouvelle, il s'appelle Pierre Kahn, et il a accepté cette mission précisément parce qu'il y voyait l'opportunité de définir un programme qui allait un petit peu changer justement des incantations sur la morale civique, etc. Et le programme, si vous l'avez regardé, est un programme qui, dans son verbe, dans ses formulations, est effectivement très enthousiasmant, culture de l'engagement, culture de la sensibilité, des choses qui font appel finalement à une manière d'éprouver la laïcité et de ne pas être simplement en position d'obéissance à des incantations ou à un catéchisme républicain. Donc ce programme de MC a été fait sur une philosophie de pédagogie active et d'expérimentation active de ce que pouvait être la vie en communauté dans le cadre scolaire. Mais après Charlie, le moment où a été promulgué ce programme de MC, ça a été au contraire une forme de détournement de la philosophie initiale de cette EMC en disant nous allons profiter de l'EMC pour faire partager ou pour rappeler la nécessité d'adhérer aux valeurs de la République. Il n'y a pas de dérapage possible, il n'y a pas de discussion possible. Je ne vais pas revenir sur cette fameuse formule malheureuse quand même dans l'Assemblée nationale, disant qu'il y avait eu trop de questions par les élèves au moment des attentats de Charlie Hebdo. Donc vous voyez qu'entre la philosophie du programme de MC et puis la façon dont les discours publics fabriquent aussi une laïcité qui est une laïcité beaucoup plus d'obéissance et de consentement obligatoire plutôt que d'expérimentation, ça brouille un message. Deuxième exemple, si la laïcité est le principe d'organisation des différences, encore faudrait-il que ces différences soient visibles dans l'école. Alors je ne reviens pas sur le fait que les différences sociales ne le sont pas, pour des raisons inhérentes à des effets de ghettoisation des établissements. Mais pas simplement les différences sociales. Si vous prenez les programmes scolaires, et notamment les derniers débats sur les programmes d'histoire, il ne vous a sans doute pas échappé que les deux principaux éléments de débat dur, de débat politique, de débat violent autour des programmes d'histoire ont concerné premièrement la place de l'islam dans les programmes. Ah, on enseigne l'islam et on n'enseigne pas le christianisme. Vous vous souvenez de ça? Deuxièmement, la place du colonial, la place des traites et de l'esclavage notamment, en disant « Ah, c'est de la repentance coloniale, c'est pour faire plaisir aux minorités, etc. » Alors moi, je suis ravie d'avoir entendu tout à l'heure des universitaires dire qu'il fallait vraiment enseigner l'islam. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec la façon dont ça a été dit, mais peu importe. Qu'il fallait vraiment enseigner l'islam et qu'il fallait vraiment enseigner les apports on va dire des autres cultures dans la constitution de la France.
Ceci étant, j'aurais aimé, personnellement, entendre davantage d'universitaires monter au créneau pour dire qu'il fallait absolument que ces thèmes-là soient présents dans les programmes. Parce que, moralité, ces thèmes ont été retirés des programmes. Alors, pas l'islam, hein, mais tous les thèmes qui faisaient que la première mouture des programmes d'histoire était une mouture qui rendait possible et qui rendait évidente la coexistence de la pluralité culturelle dans l'école, ça a été retiré des programmes d'histoire qui sont, depuis 30 ans, les programmes les plus franco-centrés que nous ayons eus. Donc, vous voyez, ça va rendre compliqué le fait de légitimer comme une évidence que la constitution de la société française, finalement, soit à ce point mosaïque. Troisième chose, puisque la laïcité doit être un principe de coexistence, ou en tout cas de régulation du conflit, l'école française n'accepte pas le conflit. L'école française ne sait pas débattre. L'école française ne sait pas s'emparer de questions qui fâchent. C'est une école qui reste encore énormément formatée par la question du consentement, mais pas la quête du consensus. Donc là aussi, ça rend compliqué la pédagogie de la laïcité. Et puis le troisième aspect dont je voulais aussi parler, en tout cas le mettre en partage, hein, c'est cette question de la religion. Et c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait, par exemple, de poser des questions à un imam. Je serais assez partisane, compte tenu du fait que ça fait 30 ans qu'on expérimente un enseignement du fait religieux et qu'on ne peut pas dire que ce soit particulièrement concluant comme thérapeutique, je serais partisane de déconfessionnaliser un petit peu la question. Lorsque nous avons discuté avec nos élèves, ce qui nous est apparu, ce n'est pas tant des élèves qui disent qui c'est cette meuf quand ils voient un tableau avec la Vierge Marie. Ça, entre nous, d'ailleurs, c'est un poncif. Hein. Ça, c'est comme le référentiel bondissant. C'est un truc que tout le monde se raconte. Qui c'est cette meuf quand les gamins voient un tableau? Bon, je fais juste une petite parenthèse, mais un élève qui dit qui c'est cette meuf, ça ne veut pas forcément dire je ne connais pas qui est représenté. Ça veut dire j'ai envie de rigoler. Ça veut dire c'est encore Marie, c'est toujours Marie. Ça veut dire plein de choses. Hein. Des paroles d'enfants, ça ne veut pas forcément dire uniquement ce qui est dit là. Hein. Donc, juste, je ferme cette parenthèse, mais c'est... Ce qui nous est apparu, nous, dans ce que nous disaient les élèves, ce n'était pas le fait d'apprendre à tout prix, soit l'histoire des religions, soit le fait religieux comme outil d'apprentissage de la tolérance, etc. Tout ça, c'est très bien, sans doute faut-il le faire. Mais encore une fois, j'attire votre attention sur le fait que ça fait longtemps que c'est expérimenté, que ça existe dans l'école et que ce n'est pas très concluant. En revanche, ce qui nous est apparu, ce sont des élèves... au collège et au lycée, alors moi j'étais au lycée, c'était particulièrement criant au lycée, des élèves qui nous ont dit « l'État, c'est pas nous ». Pas simplement la République, c'est pas nous, c'est-à-dire pas nous sommes des exclus de la République. L'État, c'est pas nous. Ça veut dire l'État, c'est quelque chose d'extérieur à nous. Ça veut dire que nous ne sommes pas des acteurs politiques et nous ne sommes pas destinés à le devenir. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Une école qui ne réussit pas à faire prendre conscience, j'en ai pour moins de 5 minutes, une école qui ne réussit pas à faire prendre conscience que nous sommes en train d'accompagner l'apprentissage d'une citoyenneté critique et d'une citoyenneté de conviction qu'ils auront un rôle à jouer demain. Ça, ce serait véritablement la pédagogie de la laïcité. C'est-à-dire une pédagogie qui soit peut-être plutôt un enseignement du fait politique qu'un enseignement du fait religieux, une pédagogie qui consiste à trouver des outils, des moyens, à les inventer, parce que ça n'a jamais été fait, à trouver des outils, à trouver des moyens qui rendent possible la conviction que les élèves d'aujourd'hui sont les acteurs politiques de demain et qui ne les dépossèdent pas justement par la force des incantations qui n'est indexée à aucune véritable réalité, qui ne les dépossède pas de leur pouvoir d'agir au présent et au futur. Voilà. Merci Laurence Decoq. Nous allons donc terminer par un domaine jusqu'alors non pas inexploré, parce que la Ligue de l'enseignement notamment, mais d'autres mouvements, nos amis des Francas sont là présents aussi,
évidemment, ont toujours intégré cette question de la laïcité dans leurs projets éducatifs. Et comme ce sont des mouvements qui ont largement contribué à étendre l'éducation au-delà de l'école, à la prolonger, tout en protégeant l'école, d'ailleurs aussi en la promouvant, aujourd'hui, cette question s'est déplacée largement dans un nouvel espace public, et j'en veux pour preuve deux choses. La première, c'est que la Caisse nationale d'allocation familiale est en train de travailler, je crois que le travail est terminé, à une charte de la laïcité, et qu'il faut donc s'attendre à ce que cette charte s'applique dans l'ensemble, pas simplement au sein des caisses d'allocation familiale pour les personnels, mais s'applique aussi, telle qu'elle est présentée, dans l'ensemble des activités déléguées, notamment par la puissance publique, relevant du financement de la caisse d'allocation familiale et destinées aux enfants et aux jeunes. On est donc en train de constituer une extension, finalement, du domaine d'application de la laïcité à ce nouveau domaine public de l'éducation, constitué aujourd'hui, pour beaucoup, par l'initiative des collectivités territoriales. Et deuxième point, j'y faisais référence dans mon introduction, le fait que, tout dernièrement encore, la ministre de l'Éducation nationale indique, après les événements du mois de janvier, dans le cadre de la suite des assises pour faire partager les valeurs de la République, que les PEDT doivent inclure dans leur dimension fondatrice et comme objectif premier le partage des valeurs de la République et de la laïcité, mais cette question, je dirais, dans ce nouvel espace public, d'une manière tout à fait éclairante, et notamment renvoie à celles et ceux qui ont la charge de ces politiques publiques, qui sont les élus territoriaux, au premier rang desquels les élus des collectivités locales et des mairies, devant cette responsabilité et sans doute ces interrogations. Donc Alexandra Cordebar, vous êtes adjointe à la ville de Paris, en charge des questions à la fois scolaires, de réussite éducative et des nouveaux temps éducatifs, ces nouveaux temps étendus en conséquence de la loi d'orientation et de refondation de l'école, de la modification des rythmes scolaires. Comment est-ce que ces questions aujourd'hui se posent à l'échelle, alors sans doute d'une collectivité très particulière, qui est la ville de Paris, mais quand même d'une collectivité qui a une longue tradition maintenant d'activité périscolaire? Alors, être d'abord élu et présent à un colloque de cette nature sur le sujet, outre que pour rappeler, je reprends le terme de Madame à l'instant, des poncifs, c'est en effet le signe qu'il est désormais admis et nécessaire aux yeux de beaucoup, de tous, enfin en tout cas de beaucoup, que les acteurs de l'éducation ne sont plus seulement dans la classe, dans l'école strictement, mais doivent être au-delà en soutien à l'école. Je dis ça en préambule parce que ça a fait c'est peut-être le sujet qui a fait le plus débat au moment du lancement des réformes de la refondation de l'école et de leur premier volet directement mis en place, en tout cas celui le plus visible, qui était la mise en place des nouveaux rythmes éducatifs. Alors bien entendu, je suis élue parisienne, mais je veux le dire aussi, Marc Savicki, qui est président du réseau français des villes éducatrices, aurait souhaité pouvoir venir et je le remplace, donc je vais m'efforcer de ne pas être seulement élue parisienne, mais de parler des collectivités locales, même si naturellement je ne peux pas m'empêcher d'avoir un prisme un peu parisien. Vous m'en excuserez, j'espère. Alors, comment les choses s'articulent-elles? D'abord, il faut peut-être poser le fait que nous sommes sur un terrain relativement nouveau dans son ampleur. Non pas dans son propos, vous le disiez, la Ligue, beaucoup d'autres associations ont fait vivre le périscolaire de manière très forte et d'ailleurs très engagée et ont posé naturellement les fondements de ce que nous avons essayé de construire derrière. Mais là où c'est nouveau, c'est parce que nous avons cherché dans le suivi, en se lançant, je dirais, à corps perdu pour Paris, mais pour d'autres collectivités, beaucoup d'autres aussi, dans la refondation de l'école, nous avons souhaité construire l'offre pour tous les enfants de la ville, pour tous les enfants des collectivités dans lesquelles nous nous trouvions, et d'en faire une sorte de nouveau droit universel, enfin le droit universel au périscolaire, ou en tout cas à ce... L'ampleur, le champ sur lequel nous travaillons est probablement
une des difficultés les plus grandes que nous avons rencontrées, nous, collectivités locales. Je ne reviens pas sur l'ensemble des généralités très pertinentes sur lesquelles vous êtes tous revenus, et puis du côté de votre propos de praticienne, madame, auquel j'ai beaucoup adhéré. Je dirais simplement que nous avons aujourd'hui, nous, des milliers de professionnels qui sont au contact des enfants et qui sont des employés de nos collectivités locales qui rencontrent d'une certaine manière, et beaucoup moins armés que les enseignants en réalité, les mêmes questions, qui se posent les mêmes questions et qui ont le même genre de difficultés à faire vivre les valeurs de la République et de faire vivre la laïcité dans le cadre où ils exercent. Sans se cacher rien du tout, nous avons des milliers de nouveaux professionnels dont le métier n'était pas d'être animateur et encore moins de prendre en charge des enfants, qui sont rentrés dans les écoles avec un référentiel qui n'avait strictement rien de comparable avec celui des enseignants dont vous disiez les uns, les autres, les unes et les autres, avec pertinence, qu'il était pour autant pour eux-mêmes nécessaire de le faire évoluer, de leur permettre d'avoir de nouveaux outils et qu'eux-mêmes s'étaient retrouvés fort démunis. Je pense que les personnels qui interviennent pour les collectivités locales se sont retrouvés à cette occasion-là, mais même avant, dans la même difficulté. Qu'est-ce qui se joue là de ce que nous avons à construire ensemble avec le monde de l'éducation? Et peut-être que je vais, pour ne pas être trop longue, et vous avez déjà beaucoup écouté, porter mon propos essentiellement sur cela, c'est comment, et c'est difficile, allons-nous réussir dans le temps à construire une collaboration raisonnablement efficace entre nos univers, les collectivités modestes en soutien au monde de l'éducation, je le dis en souriant, hein, elles ne sont pas toujours assez modestes, mais les collectivités modestes en soutien au monde de l'éducation pour faire en sorte entre nous, passer ce pacte indispensable de la collaboration honnête et efficace. C'est l'articulation entre nos deux univers et peut-être l'enjeu ou la difficulté ou le défi que nous avons à relever ensemble le plus difficile. Nous nous sommes, d'une certaine manière, mis les uns aux autres un certain nombre d'injonctions dans ce domaine. Cette loi nous en a donné l'opportunité, l'occasion, et nous peinons, même dans une grande collectivité, avec, on va dire, de grands moyens, comme Paris, et des problématiques adoucies par rapport à beaucoup d'endroits. J'y reviendrai un court instant, mais Paris n'est pas le théâtre des choses les plus difficiles qui se passent aujourd'hui sur notre territoire, loin de là. Comment donc allons-nous réussir à relever ce défi? Quelques éléments très concrets. Nous avons une chance, et je veux le dire comme témoignage. Nous avons recruté des milliers de personnes en un temps très court. Ces animateurs ou ces encadrants d'enfants ou les encadrants d'encadrants sont pour beaucoup issus de milieux, alors pour le coup, extrêmement divers. C'est une des particularités de ces emplois, c'est qu'ils vont, alors là, pour le coup, donner une opportunité de premier emploi à tout un tas de jeunes gens qui sont issus de milieux extrêmement divers. La diversité se vit donc à travers même de leur personnel, et quand ils sont face aux enfants, qui ne sont pas des élèves, quand ils sont avec eux, j'ai bien compris ma leçon, quand ils sont face aux enfants, ils sont à leur image d'une certaine manière, ou même peut-être encore plus divers qu'eux dans certains quartiers de Paris, en tout cas c'est évident. Ils ont donc dans leur propre parcours eu besoin, et parfois ont encore besoin, de se laisser convaincre que ces valeurs de la République et que la laïcité, c'est bien aussi à eux qu'elles appartiennent. Donc cette construction qui se fait dans le temps nous donne un terrain
de difficultés, mais aussi assez favorable pour construire le chemin. Ce qui est le plus dur, c'est de s'articuler avec les enseignants. Je le dis, je ne pensais pas en parler de cette manière, mais finalement, tout ce que vous avez dit avant, il m'est donc permis de ne pas le redire. Et j'insiste sur ce terrain. C'est la chose la plus difficile, non pas pour nous les élus, naturellement, mais pour ces gens qui travaillent dans les écoles ou autour des écoles, c'est bien de trouver un discours commun, un chemin commun avec les enseignants, ou alors plutôt, parce que dans les écoles, en fait, les gens trouvent moyen de se parler et de travailler ensemble, de construire des référentiels communs que nous puissions ensuite utiliser comme outil, à l'instar de la charte de la laïcité, des outils communs qui nous avons mis depuis 2000, donc nous avons mis 2 ans et quelques à écrire un référentiel commun entre les personnels de l'éducation nationale et les personnels de l'animation à Paris. Nous en avons sorti un texte très symboliquement utile puisqu'il existe, mais vidé de toute substance tant il a fallu enlever des choses de part et d'autre pour qu'il soit acceptable de part et d'autre. Je suis très heureuse de l'avoir sorti à la fin. Je suis très frustrée que nous soyons sur ce terrain-là. Nous ne perdons pas, nous ne quittons pas l'idée fondamentale qui a été posée par tous les trois, que ce que la laïcité ou ce que les valeurs indispensablement présentes à l'école doivent permettre, c'est à chacun de vivre ensemble. Moi, je rappellerai simplement que c'est le premier travail des élus des collectivités locales que de garantir le fait que sur les territoires, la cohabitation soit possible et même le vivre ensemble soit possible. Je crois donc beaucoup qu'en lien avec les politiques éducatives périscolaires que nous mettons en place, qui sont ambitieuses et qui pédagogiquement s'enrichissent au fur et à mesure du temps, ce qui compte surtout, c'est que nos villes, que nos collectivités soient elles-mêmes des espaces où il est plus facile de vivre les uns avec les autres, comme vous le disiez, monsieur. Comment apprendre, comment intégrer des valeurs quand on est mal logé, comment apprendre, comment intégrer des valeurs quand on est dans une difficulté sociale insupportable. Donc au-delà de l'école, la ville doit être bienveillante. La ville doit être un espace de rencontre et de dialogue. La ville doit véhiculer cet esprit de rencontre et de dialogue partout où elle intervient, et dans tous les domaines où elle intervient, et doit permettre à chacun des enfants qui vit sur le territoire que nous administrons de trouver son espace. C'est vraiment dans cet esprit que nous construisons notre travail de péri, d'extrascolaire. C'est d'ailleurs... je sais que vous le connaissez pour beaucoup d'entre vous, puisque vous en êtes les acteurs à travers l'ensemble de la France, mais nous avons des espaces qui parfois sont davantage bienveillants que l'école, de fait et en pratique, parfois, mais qui sont également souvent plus détendus et par essence, et qui permettent pour le coup des formes de liberté d'expression et donc de confrontation des idées, de confrontation et de débats contradictoires plus aisément. Nous voudrions donc, conscients de nos limites actuelles, c'est-à-dire de limites de débutants d'une certaine manière, nous sommes des débutants à cette échelle. Nous sommes des débutants à cette échelle. Je vous vois hocher la tête et je le redis, quand une politique nouvelle est mise en place sur 663 écoles, 115 collèges d'un coup, elle est une politique débutante et elle a à se perfectionner. Mais nous voulons donc, et je vais conclure là-dessus, nous mettre au service de l'école chaque fois que ce sera possible, pour pouvoir
par les allers-retours, par le travail commun que nous allons construire, pouvoir répondre aux besoins des enfants qui sont sur nos territoires, qui sont au-delà, en effet, d'une transmission académique, du contenu d'une valeur, mais bien dans l'activité. Moi, j'avais un autre mot, mais celui-là me plaît bien, dans l'activité qu'on leur permet d'avoir à l'intérieur de l'école et à l'extérieur. Et en continuité et en cohérence au moins, en tout cas, ça serait formidable. Voilà. Merci. Eh bien, nous allons, sans tarder, et comptant sur un épuisement fatal de la salle, vous passer la parole. Donc, on va prendre une série de questions, évidemment. Une première série, et éventuellement une deuxième, si vous avez encore ce temps. Où sont les micros? Comme d'habitude, vous vous présentez, évidemment. Bonjour, moi je m'appelle Laurent Petit, je viens de l'Aveyron, de la Fédération des œuvres laïques. J'avais une réaction à chaud là, par rapport aux dernières interventions, et puis j'essaierai d'élargir un peu les choses après. Quand vous parliez d'une partie des nouveaux personnels embauchés qui avaient besoin de se laisser convaincre encore que ces valeurs leur appartenaient, qu'ils pouvaient les partager, je vous avoue que moi aussi, j'ai besoin de temps en temps encore de me laisser convaincre. Et j'ai l'impression, vu les applaudissements qu'a reçu Edoui Plenel ce matin, qu'on est nombreux à se considérer que la République n'est pas tout à fait définitivement installée et qu'on a encore du travail à faire. Cette remarque étant faite, si c'est que mon sentiment, c'est pas grave, mais j'avais envie de vous le faire partager dans la mesure où je crois que c'est quelque chose qu'on est un certain nombre à porter quand on intervient auprès des enfants et des jeunes. Lors des assises pour les valeurs de la République dans mon département, on a fait une intervention de la Ligue de l'enseignement en disant voilà, ok, on veut bien accompagner l'école et réfléchir avec vous à comment on fait pour partager les valeurs de la République à plusieurs conditions. La première, qui a été rapidement réglée, était de dire nommons-les, hein, soyons d'accord sur lesquelles elles sont, ces valeurs de la République. Donc on s'est mis d'accord assez rapidement sur l'article 1er de la Constitution qui a été cité plusieurs fois depuis ce matin, j'y reviens pas. La deuxième condition était de dire on vous accompagnera là-dedans si on a le droit de dire aux enfants et aux jeunes que cet objectif n'est pas encore atteint. Et que donc, quand on dit la République, enfin la France est une république laïque, démocratique et sociale, c'est pas vrai aujourd'hui. C'est pas vrai aujourd'hui en totalité, et c'est pas vrai pour la majorité de la population dans le pays. Et notamment pour ceux à qui on a envie de faire partager les valeurs, pour partie. Donc, si on est d'accord avec ça, de suite, ça ouvre d'autres espaces de questionnement qui sont comment on fait ensemble pour que ce soit un jour autre chose qu'un objectif. Ensemble, avec les jeunes à qui on s'adresse. Et forcément, on va parler de la question de l'engagement, juste après. Là, on arrive à un hiatus, et ça sera ma question, qui est comment on fait pour travailler à une éthique du débat et de la délibération dans une institution qui n'a pas l'habitude de le faire, et plus largement, comment on éduque à la démocratie dans un système non démocratique. Voilà. Oui. À côté. Bonjour. Françoise Meiser, Ligue de l'enseignement de Vendée. Je voulais dire que Paris n'était pas la France, hein, parce que moi j'ai vraiment l'impression d'être en pays étranger depuis que je suis à ce colloque. Je voulais dire que l'islam en Vendée, c'est pas du tout un problème. Hein. Nos musulmans ont une mosquée, tout se passe très très bien. On a beaucoup plus de problèmes avec la religion dite dominante de Vendée, que tout le monde connaît, puisqu'ils ne sont pas entrés dans les rythmes scolaires et que la direction diocésaine de Luçon a voté, sans demander d'ailleurs l'avis à personne dans l'enseignement privé, contre ces rythmes scolaires, et qu'il y a quand même, je rappelle, 54 communes de Vendée qui n'ont pas d'école publique, donc il y a des enfants qui sont carrément privés de la refondation de l'école. L'État ne fait rien. Deuxième chose, je voulais dire aussi que notre enseignement catholique étant bien fait, il a installé des associations cultuelles un petit peu partout, dans toutes les communes,
Et là où les communes se lancent, certaines qui ont des écoles publiques quand même, dans les rythmes scolaires, eh bien, les associations cultuelles font main basse sur... parce qu'il n'y a pas de CDDP, enfin non, c'est pas CDDP, c'est un autre sigle. PEDT, voilà, je me trompe toujours. Il n'y a pas appel de PEDT, on fait appel à l'association dominante qui est l'association cultuelle. Donc voilà. Voilà ce qui se passe quand même en réalité dans la République française vendéenne, hein, qui est quand même, enfin voilà, qui est quand même, même si c'est vendéen, c'est quand même la France. Voilà ce que je tenais à dire. Et puis alors nous sommes, je dis aussi que nous sommes en minorité, l'enseignement public en Vendée, ça c'est important de le dire aussi, est en minorité, et qu'on aimerait bien qu'ils aient par exemple les mêmes contraintes que nous lorsqu'ils reçoivent de l'argent de l'État. Moi, je suis ancienne enseignante de l'enseignement public laïque et je me rappelle des conseils d'administration où dépenser 1 euro, il fallait qu'on sorte 3 ou 4 justificatifs. Il n'y a pas de conseil d'administration dans l'enseignement privé catholique. Autrement dit, les deniers publics sont versés sans absolument aucun contrôle. Voilà ce que je tenais à dire, et nous sommes en République. Oui. On va partir sur la droite. Pardon. Je vais y arriver. Le centre droit, là. Merci. Oui, alors Pierre Juston, je suis doctorant en droit public à l'Institut Maurice Soriot à l'Université Toulousain-Capitole. Et par ailleurs, je ne voudrais pas m'exprimer en tant qu'universitaire aujourd'hui, mais surtout en tant qu'ancien assistant d'éducation dans un collège du Mirail dans la ville de Toulouse. Je voudrais parler de la loi de 2004 dont il est souvent question, puisque là, le thème, c'est l'éducation, la laïcité. J'avoue que je suis assez circonspect devant les idées qui sont avancées par Edwy Plenel qu'on a eu ce matin, qui étaient extrêmement intéressantes, mais je ne comprends pas bien cette idée qui tend à considérer que le service public de l'éducation est un service public comme un autre. Moi, je ne considère pas que c'est un service public comme un autre. Et à partir du moment où on considère effectivement que c'est un service public qui a une mission bien à part, moi je comprends totalement l'esprit de cette loi, même si elle a été malheureusement instrumentalisée par des forces politiques à cette période-là. Et je pense que c'est un mauvais combat que d'aller essayer de revenir sur cette loi. Je pense qu'il est préférable, avec de la pédagogie évidemment dans les établissements scolaires, de l'expliquer, de l'aménager, et c'est ce qu'on essaye de faire, et c'est ce qui est prévu un petit peu. Donc j'aimerais bien que vous nous parliez de cette question-là. Voilà. Nous allons vraiment partir à droite, je vous assure. Là-bas. Le souci d'équilibre. Je vous remercie. Les médias devraient faire la même chose que vous, évitez de donner trop la parole à l'extrême droite. Ceci étant dit, une question. Donc Romain Bérosé, je suis responsable du pôle éducation et formation à la Fédération du Pas-de-Calais. Donc le sujet est éducation et laïcité. Si on part du principe que l'éducation n'est pas uniquement liée à l'école et que l'école a une place toute particulière dans ce champ-là, ne faut-il pas réfléchir à un cadre commun entre co-éducateurs pour se mettre d'accord en fait sur notre vision de l'adulte en devenir, donc de l'enfant. L'école s'est dotée d'un nouveau socle. La Ligue a retravaillé sur un projet éducatif. Donc on a chacun nos outils, mais je pense que c'est pas remettre un outil sur un autre outil, mais je pense que le fait de réfléchir collectivement à une vision commune, en tout cas de l'adulte en devenir, ça permettrait aussi de travailler sur les représentations qu'on a sur les différents corps de métier. Et je pense que du coup, ça faciliterait aussi le travail conjoint autour de la laïcité. Et une deuxième question, mais c'est plus une remarque, on parle d'éducation et en fait, on s'est restreint à l'enfant. Et au vu des questions et des débats, on se rend compte qu'en tant qu'adulte, on s'éduque encore et on a aussi besoin
de se re-questionner là-dessus. Donc du coup, quelle est la place de tout ça aussi dans les autres champs, dans la formation professionnelle, dans les formations d'animateurs? Mais je sais que ça sera trop court pour régler le problème. C'était plus une remarque. Allez, on va faire un petit détour. Là, on reviendra devant après. Voilà. Bonjour, donc Catherine Segnaud, Ligue de l'enseignement du Val-de-Marne. Déjà, merci pour vos propos. Je trouve très agréable d'entendre parler de comment faire adhérer à la laïcité, à ce principe de laïcité, plutôt que d'obéir, parce que c'est un peu ce qu'on avait tendance à voir ces derniers temps. Mais je voulais revenir sur vos propos qui me touchent en disant l'école n'arrive plus à former les acteurs politiques de demain. Ces élèves qui ne se sentent pas appartenir à l'État, et je vous rejoins en disant c'est grave. Et en même temps, ça m'étonne, parce que je trouve que l'école, quand même, elle a des instances qui pourraient permettre de travailler ça. Je pense au CVL, Maison des lycéens, CVC. Et je trouve que ces instances ne sont pas portées. Voilà. Donc, au regard des circulaires, pourtant, hein, qui n'arrêtent pas, acte de la vie lycéenne, mais elles ne sont toujours pas portées dans les établissements. Et là, je dois avouer que je ne comprends pas. Voilà. Pendant que le micro monte là-haut, ici, en bas. Jacques Mochien, Fédération des œuvres laïques d'Eure-et-Loire. Une question pratico-pratique. Y a-t-il obstacle à ce que les ESPE assurent la formation initiale et continue des personnels éducatifs des collectivités locales? Tout au fond, tout au-dessus. C'est déjà bien qu'elle réexiste. Ah. J'ai la parole. Je croyais qu'elle le voulait. Oui, je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit. Mais quand je me remets dans mon... C'est pas dans les vacances, alors je suis encore plus d'accord. Mais dès que je vais reprendre mon poste, et c'est un peu le problème à la base, c'est qu'on est tellement de surchargés de choses à faire, de tâches, de bidules à penser, de trucs à préparer, j'ai toujours l'impression que je suis en retard sur le travail que j'ai pas pu faire la semaine dernière et qui était déjà le rattrapage de la semaine d'avant et tout. Chez moi, ça devient complètement critique, c'est que je sais plus où j'en suis, ni où est ma gauche et ma droite, mais c'est à peine une blague. Mais je crois que les jeunes collègues sont pareils. Et je crois quand même que... j'ai l'impression que nos ambitions, on les comprend bien, et elles sont légitimes, mais il faudrait beaucoup plus de personnel dédié pour ça. Alors que là, ce que je vois, c'est quand même que on réquisitionne les retraités, on fait faire ces travaux de formation à des chefs d'établissement qui, eux-mêmes, sont tout à fait surchargés. Je dis, c'est une petite plainte, mais le malheur, c'est que je crois que ça fait un énorme obstacle. On va prendre deux dernières questions. Je ne maîtrise plus rien, les micros se promènent tout seuls. Il faut que la police intervienne. Allez-y, tout au-dessus oui, déjà. Tout au-dessus. Oui, ok. Bonjour, Céline Martin, je travaille au Centre d'action laïque de la province de Liège. C'est une association en Belgique. Alors, transmettre les valeurs de la République, question difficile. On vient d'envisager différentes hypothèses. Peut-être on n'a pas assez d'intellectuels musulmans remarquables. Peut-être aussi une question de formation des formateurs, pas simple, vu la complexité du réel. Peut-être une question de méthode, de l'éducation nouvelle ou versus des pédagogies, on a dit, incantatoires. Peut-être aussi, c'est pas simple pour des raisons endémiques, structurelles. Comment on peut transmettre les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité quand un enfant sur 10 est en situation de grande pauvreté. Là, tout de suite, on vient d'envisager des questions de manque de personnel et donc peut-être d'austérité sur
l'ensemble de nos secteurs. On a beaucoup convoqué Jaurès pour lier la question de la laïcité, la question religieuse, la question musulmane à la question sociale. Alors en Belgique, la question de la laïcité, elle se lit dans un cadre juridique très particulier, puisque nous n'avons pas terminé. Hein, on n'a pas une séparation entre l'Église et l'État qui est nette. Et donc toutes les questions qui viennent d'être envisagées nous traversent aussi, mais nous traversent très fort avec des crispations, avec des cristallisations, où il y a effectivement on parle beaucoup de discernement aujourd'hui, des liens qui sont faits peut-être trop rapides sur la laïcité, la question musulmane. Hein, on ne parle même plus de la question religieuse. Et on évacue la question sociale. Mais moi, je vois, en tout cas, c'est l'impression que ça me donne qu'ici en France aussi, c'est pas simple, alors qu'on est dans une autre histoire, qu'on est dans un autre cadre. Alors je me dis, peut-être, sans doute, c'est que la question, elle est plus profonde. Nommer les enjeux, nommer les combats, moi, je voudrais vraiment vous réinterpeller sur comment on passe de l'État, c'est pas moi, à l'État, la République, c'est aussi moi. Toute la question de Plenel sur la question du tout c'est n'importe qui. Comment on peut avoir droit de cité? Merci. Merci. Donc une dernière. Allez-y. Vraiment? Oui. Vous insistez beaucoup? Deux dernières alors. S'il vous plaît. Merci. Donc nous parlons tout à l'heure de Jaurès. Vous vous représentez? Oui. Nora Lenègre. Nora Lenègre. Donc, nous parlons tout à l'heure de Jaurès qui disait qu'il ne pouvait pas y avoir d'État laïque s'il n'est pas social. Donc, je réagis aux propos de Madame Cordebar, donc, qui parlait de droit universel au périscolaire, qui pour moi est une des plus belles incantations que j'ai pu entendre ces derniers temps, car visiblement l'univers s'arrête au 93. Donc, je vous fais vite fait un petit témoignage. Donc, mon fils est scolarisé en CE1. Voilà. Donc, le périscolaire et le changement de rythme scolaire s'illustrent ainsi. Donc, nous avons deux catégories où il y a les enfants dont les parents n'ont pas les moyens de payer le périscolaire. C'est assez compliqué. Donc, du coup, 15h30, pardon, c'est fermeture de tout accès au savoir et à la culture, et rentrer à la maison et se retrouver dans la plupart du temps à regarder la télé. Ou alors, il y a les parents qui travaillent, qui ne peuvent pas récupérer leurs enfants, c'est assez compliqué, donc on laisse nos enfants jusqu'à 18h30. Et on part du principe qu'il va y avoir beaucoup d'activités. Finalement, ça se termine en ludothèque, parce que c'est simple et qu'on a juste à prendre des livres ou à colorier du Spider-Man. J'en ai de toutes les couleurs chez moi à la maison. Ou alors, on nous propose de la capoeira et du golf, mais il n'y a pas les moyens. Donc, ça se termine toujours en tchoukball. Je n'ai pas compris ce que c'était encore. Voilà. Donc, tant et si bien que mon garçon, maintenant, je ne lui mets plus de chaussures de ville. Je le mets en basket pour prévoir, parce que ça se termine généralement à jouer du football dans la cour. Donc, après cela, comprenez que ça soit très compliqué pour cette génération d'enfants. Je rappelle que ce seront les futurs citoyens, ce sont des Français, de pouvoir se projeter, d'avoir les conditions d'acquérir les outils nécessaires pour la réflexion, pour la culture. Vous parliez de sortie extrascolaire. La sortie extrascolaire de l'année dernière pour mon fils, ça a été d'aller voir Bob l'éponge au cinéma. Donc c'est vrai que ça peut faire sourire au premier abord, mais c'est limite tragique. Après, qu'on ne se pose pas la question de se demander comment se fait-il que ça ne se passe pas correctement, pourquoi il y a des déviances. Et je pense qu'il va falloir vraiment se remettre en question là-dessus et récupérer au plus vite les choses, parce que sincèrement, c'est de pire en pire. Et je comprends qu'une partie une grande partie de la population française soit désespérée. Merci. Martine Cohen, et ensuite nous revenons à la tribune. Deux brèves questions. Une pour Madame Laurence de Coq, dont j'ai beaucoup apprécié le propos, sur la question du manque de politique plutôt qu'autre chose.
on met trop de religion et peut-être on met trop de laïcité, là où il faudrait parler de manque de politique, de formation et de conscientisation politique. Alors je voulais juste savoir, le collectif Aggiornamento, il existe où, comment, il a produit quoi, un site, un petit livre, quelque chose, et il s'étend pas, etc. Bon, ça c'est ma question à vous. Et puis une question pour Madame Cordebar. Vous avez dit que si j'ai bien entendu, en 2 ans ou plus, vous avez produit un cadre de référentiel commun. Comment? Avec qui? Et après, vous avez dit, si j'ai bien entendu, vider de toute substance quand il a fallu enlever des choses. Je n'ai pas compris de quoi vous l'avez vidé, et enlevé pourquoi, et à cause de qui? Ou de quoi? D'accord, merci. Donc il y a un certain nombre de questions adressées assez directement à des intervenants de la table, d'autres qui ne le sont pas mais que je vais répartir, et des questions qui n'ont pas été posées, auxquelles évidemment les intervenants vont avoir envie de répondre. Il nous reste peu de temps, donc on va quand même le faire. Je propose à Jean-Paul, peut-être dans un premier temps, de revenir sur la question de la formation et de la formation conjointe ou possible aussi des personnels de collectivités territoriales. Moi, je l'étendrais bien aussi à la question de la formation des personnels d'animation en général, qui peuvent être parfois des personnels de droit privé, du monde associatif, et puis peut-être en intégrant aussi la petite plainte de Sophie là-bas sur la difficulté aujourd'hui pour les professionnels que sont les enseignants de faire face à une multitude de sollicitations, sans doute, sur le terrain des valeurs et sur d'autres. Oui, école supérieure du professorat et de l'éducation. Donc ce n'est pas un hasard si c'est comme ça que ça a été formulé dans la loi de refondation. Donc alors ce sont des écoles qui sont jeunes, elles se mettent en place. Il y a un travail énorme à faire pour reconstruire la formation des personnels dans ce pays, puisqu'il faut quand même se souvenir que pendant quelques années, il n'y a plus de formation professionnelle, donc il faut reconstruire cette formation. Mais dès la loi, on a bien intégré l'idée qu'en effet, ces écoles supérieures ont non seulement vocation à former l'ensemble des métiers du professorat, mais aussi l'ensemble des métiers de l'éducation. Alors ça commence par les éducateurs qui sont dans notre maison, Éducation nationale, nos conseillers principaux d'éducation, bien sûr, mais plus largement, et les choses vont progressivement se mettre en place, les écoles supérieures du professorat d'éducation ont vocation, d'ailleurs ça commence dans certains endroits, à intégrer des formations destinées à des animateurs, par exemple, de collectivités territoriales. Alors, elles ne le font pas seules. Elles sont en train de signer, pour certaines, des conventions avec les mouvements d'éducation populaire, par exemple la Ligue de l'enseignement, parce qu'il y a besoin de compétences, et il y a des compétences dans les mouvements d'éducation populaire pour élargir la formation à d'autres intervenants que les seuls intervenants de l'éducation nationale. C'est vrai que, j'ai essayé de le dire très rapidement, la tâche est immense. On est le pays du grand écart. Grand écart en termes de réussite scolaire, grand écart en termes des territoires. Donc on voit bien que si on fait la refondation de l'école, c'est bien pour réduire ces inégalités, et c'est en direction de l'ensemble des élèves, bien entendu. Il ne s'agit pas de faire baisser le niveau de ceux qui réussissent bien aujourd'hui, mais on voit bien la priorité dans la refondation, c'est de faire réussir les enfants de milieux populaires, ceux dont on parle depuis le début, dont moi je parle souvent dans mon rapport, et dont on parle à certains moments dans cette journée. Bien sûr qu'il faut des moyens. N'oublions pas quand même que dans la loi de refondation, il y a une programmation, comme son nom l'indique, de 54 000 postes. Ce n'est pas encore à la hauteur des besoins. Je ne suis pas là en train de vous dire que ça va suffire pour qu'on ne soit plus le pays du grand écart. Mais enfin, ce n'est quand même pas la situation qu'on a connue pendant quelques années où on a fermé 80 000 postes. Entre moins 80 000 et plus 54 000, il y a une petite différence. Mais bien entendu, le travail, la tâche à accomplir est telle que ça ne suffira pas. Parce que nous n'avons pas voulu, les parlementaires n'ont pas voulu disperser cet effort. Et donc c'est vrai que pour l'instant, ça n'est pas encore très visible, parce que, les moyens sont consacrés pour moitié, c'est énorme, à la reconstruction de la formation des personnels, 27 000 postes. Et ensuite, nous donnons la priorité à l'école primaire, à l'éducation prioritaire. Enfin, je suis désolé de vous donner des chiffres, mais je suis un petit peu là pour ça aussi. 350 millions d'euros en plus pour l'éducation prioritaire. C'est la première fois que nous prenons en compte dans ce pays, c'est quand même assez extraordinaire, le caractère difficile de l'exercice du métier en éducation prioritaire, notamment dans ce qu'on appelle dans notre jargon les REP+. C'est la première fois qu'on dit qu'il y a des conditions de travail
telle qu'il faut aménager le service des enseignants. On est un drôle de pays, on le fait depuis toute éternité pour nos enseignants qui enseignent dans les classes préparatoires aux grandes écoles. De toute éternité, on a considéré que ce métier est un métier difficile. Et c'est vrai, qui nécessitait beaucoup de travail, c'est vrai, qui nécessitait beaucoup de coopération entre ces professeurs de très haut niveau, et c'est vrai, on a bien fait de le faire. Mais on n'avait jamais songé à le faire pour nos enseignants qui travaillent en éducation prioritaire. Donc on commence à le faire, ça n'est pas à la hauteur des besoins, cette pondération des services n'est pas encore à la hauteur de ce qu'il faudrait faire, mais en fait ça a tout de même commencé. Puisque j'ai la parole, je veux peut-être la garder sur la question de la loi de 2004. Il se trouve que je suis je suis le dernier inspecteur général en activité à avoir co-rédigé le rapport de 2004 qu'on appelle le rapport Aubin sur les signes et manifestations d'appartenance religieuse à l'école. Donc c'est un sujet que je connais un peu. Je crois qu'on ne peut pas dire que depuis la loi de 2004, on passe son temps dans les établissements à faire la chasse aux signes. Je crois que c'est bien de dire les choses comme ça. C'est une loi qui n'a pas été simple à mettre en application, qui est une loi qui vise à faire en sorte que ça pose une contrainte, mais c'est aussi une loi de protection. C'est une loi qui fait en sorte que les élèves sont reconnus comme élèves et pas comme en tant que membres d'une confession religieuse, quelle qu'elle soit. Donc c'est une loi qui existe maintenant. La petite expérience qui est la mienne, parce que je parcours quand même un peu le pays et je vois les établissements, c'est que tout de même le climat de ce point de vue est apaisé, mais nous avons toujours dit que ça n'était pas le seul moyen pour faire reconnaître le principe de laïcité dans les établissements scolaires. Ce n'était pas simplement une question de vêtements. On a parlé des programmes tout à l'heure, c'est aussi un vrai sujet qui doit nous soucier. Et à mon avis, le problème le plus important aujourd'hui dans nos établissements, s'agissant du respect du principe de laïcité, il n'est pas dans les tenues vestimentaires, il est dans les programmes. Soyons extrêmement vigilants sur la question des programmes. Françoise, peut-être en lien direct ? Je ne veux pas du tout m'engager dans un débat de type plus universitaire, et encore moins un débat politique d'ailleurs, sur la loi de 2004, comment elle a été adoptée, qu'est-ce qu'elle fait comme brouillage. Elle est là. Et dans mon propos, il n'y avait aucune intention de dire supprimons-la. Elle est là. Dans mon propos, il y avait l'idée de dire elle a induit un climat de soupçon à l'égard de tout ce qui se manifeste comme musulman. Elle n'a pas aidé nos collègues à se positionner comme professionnels par rapport aux affichages identitaires. Et ça, quand on arrive et qu'on est en charge de se dire, on a une journée, il faut les former, par quoi on commence ? Il y a un vrai problème, et c'est ce que j'ai dit, uniquement ça. Voilà. Cette loi... On pourrait contester qu'elle ait réglé beaucoup de problèmes. Je fais partie de ceux qui disent qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de problèmes de port de signes. Et cette loi, vous le savez bien, a été ensuite a produit une espèce de sentiment de, ça a été argumenté comme ça, de lacune juridique ou lacune législative. On manquait de loi. Comme on en avait fait une pour l'école, pourquoi ne pas en faire d'autres pour ? Et alors, les crèches, l'université, les entreprises, etc. Et ce thème de la lacune juridique, maintenant, l'Observatoire national de la laïcité, présidé par Jean-Louis Bianco, s'est attaché à dire que non, il n'y a pas de lacune juridique, il n'y a pas besoin de loi, et tout ne se règle pas par des lois. C'est dans l'école qu'on s'en aperçoit le mieux. Voilà. Merci. Vieille question et vieux débat. Qu'une école où on est censé enseigner la démocratie, ou tout du moins s'entraîner progressivement à son exercice, dans un espace qui ne l'est pas tout à fait. Il y a donc eu au moins 2 ou 3 interventions qui ont évoqué cette question. Est-ce qu'il n'est pas toutefois envisageable d'utiliser l'existant avant d'atteindre qu'on améliore la situation? Il me semble que c'était le sens de la question posée sur notamment les contradictions d'une institution qui ne les utilise pas toujours, voire qui parfois ne met pas en œuvre la loi qui lui est pourtant confiée de mettre en œuvre. Alors je voudrais déjà affirmer à quel point je trouve la situation de l'école dans le 93 insupportable. Et ça devrait être une priorité nationale.
vraiment. L'anecdote que vous avez donnée en est une parmi 100 000. On est à la Toussaint, il y a des élèves qui sont scolarisés pour la première année, qui ont 3 ans et qui en sont à leur 4e enseignant. C'est absolument insoutenable aujourd'hui dans la République française, qu'elle soit vendéenne ou parisienne, d'avoir un département à ce point sinistré. Donc ça, là-dessus, si on doit tous se mettre d'accord pour dire que ça doit être une priorité nationale, et si vous voulez qu'on en fasse un texte sur Aggiornamento, qui est en train de devenir une plateforme universelle. Non, je plaisante. Enfin, voilà, je plaisante à peine. Je trouve vraiment... je trouve en tant que citoyenne que ce n'est pas acceptable. Et que ce n'est pas suffisamment dit et relayé, et que les politiques publiques qui sont mises en place sont encore très, très insuffisantes, et qu'elles devraient tous vous rassembler, au-delà de toutes les étiquettes politiques, sauf une, elles devraient tous vous rassembler sur cette question. Ceci étant dit, vieille question que l'apprentissage de la démocratie dans une structure qui ne l'est pas vraiment. C'est vrai que c'est une très vieille question, qu'elle a été posée par les premiers pédagogues, y compris quasiment à la fin du XVIIIe siècle. Ceci étant, depuis, les choses ont un petit peu changé. Et il ne vous a pas échappé que l'école, si vous êtes enseignant ou éducateur, l'école est devenue aux yeux de nos élèves l'un des circuits de transmission du savoir parmi beaucoup d'autres. Et qu'elle n'a pas plus de légitimité que d'autres. Elle n'a pas plus de légitimité, voire moins, que Internet, que d'autres sources, voilà, plus ou moins difficiles à contrôler. Ça veut dire que l'urgence, si on veut faire une vraie pédagogie de la délibération et du débat, et donc un citoyen, enfin la formation de futurs acteurs politiques, l'urgence, c'est de circonscrire ce que l'école peut avoir de spécifique et de légitime dans... Ça, c'est un coup de la police. Dans cette multiplicité de flux de savoir. Et on ne peut plus se contenter de dire que le discours de l'enseignant va s'imposer sur d'autres discours. C'est même l'inverse. Donc, ça veut dire qu'il faut développer une méthode de construction de preuves que le savoir transmis est légitime. Ça, c'est une pédagogie de la délibération, c'est-à-dire accompagner, et ça peut se faire dans l'existant aussi, même si c'est compliqué, accompagner une pédagogie de construction de preuves, et y compris d'ailleurs une pédagogie qu'on pourrait appeler déconspirationniste. Ce sera bien la seule manière d'essayer d'enrayer cet énorme, là aussi, problème national et qui n'est pas cantonné aux banlieues, contrairement à ce que l'on dit. Nous avons des élèves partout en France, dans le rural profond, comme dans les quartiers favorisés, comme dans le 93, qui sont beaucoup plus sensibles à des discours de propagande complotiste qu'à des discours nuancés des enseignants. Voilà. Ça veut dire qu'on ne peut pas se mettre en concurrence avec ces discours-là en empruntant les mêmes chemins, c'est-à-dire en s'assénant comme vérité, vérité contre vérité, ça ne servira à rien. On ne peut se mettre en concurrence avec ces discours-là qu'en administrant, ou en tout cas en essayant d'accompagner la quête qu'en face il y a du faux et que nous sommes dans le vrai. Voilà. Et juste sur Aggiornamento, il y a un site, il y a 300 sites sur le site, 300 textes sur le site. Voilà, on existe depuis 3 ans, on fait des choses, on se rend audible, on est plus ou moins entendu, mais en tout cas, c'est un lieu de partage d'une parole. Et ça aussi, ça manque dans le métier enseignant, ces moments aussi où on peut discuter. Voilà, discuter, souffler, se plaindre et proposer. Merci Alexandra Cordobar. Donc il y a 2 ou 3 interventions sur cette question de la possible, si ce n'est définition ou au moins construction, on va dire, d'un registre de référence commune entre l'école et l'extériorité de l'école dans le cadre des politiques publiques. Je crois que ça rejoint d'ailleurs la demande de précision de Martine Cohen sur comment avez-vous fait pour tenter de le construire et pourquoi finalement, non pas vous regrettez, mais vous considérez que vous n'êtes pas tout à fait arrivé à ce que vous vouliez, à ce que vous espériez. Voilà, ma volonté d'être concise m'a amené à être peut-être un peu négative, mais... et donc peut-être pas très clair, mais en effet, un travail s'est installé entre
on va dire, les représentants de l'éducation nationale et les représentants de nos personnels pour établir un référentiel commun, parce qu'il nous semblait logique et cohérent qu'il y ait un référentiel commun pour des adultes qui interviennent au même endroit, parce que, au moins pour Paris, le périscolaire, c'est dans l'école, voire dans les classes, et donc nécessité de se caler sur beaucoup de choses. Et le fait est que la discussion s'est entamée sans doute dans un cadre beaucoup trop aigu de débats et de controverses pour qu'on puisse aboutir véritablement à un premier outil avec beaucoup de contenu, quoi. Il est tellement tenu qu'il manque beaucoup de choses dedans. C'était ça ce que je voulais vous dire. Mais par contre, l'optimisme reste là. Les équipes de fait travaillent ensemble dans les écoles et sont en train de construire un référentiel qui, à un moment donné, pourra être de nouveau modélisable sur leurs pratiques de collaboration et sur ce qu'elles ont mis en commun, d'abord comme valeur, parce que c'est vraiment le cas, et ensuite comme outil pédagogique, et comment elles ont construit leur cohérence. Pour être rapide également en répondant ou en donnant quelques éléments de réponse à madame qui, je pense que vous êtes mère d'élève dans le 93, je pense que c'est ce que j'ai compris, sur votre colère ou sur votre frustration. D'abord, je rejoins véritablement l'idée qu'il faut absolument que en Seine-Saint-Denis, mais c'est pas le seul endroit, dans les endroits où ça va le plus mal, on mette le plus de moyens pour rattraper justement le retard pris et je crois quand même que cette première année de refonte de la carte de l'éducation prioritaire nous met dans un autre paysage, même si ça n'est pas suffisant, et l'exemple que vous donnez montre que ça n'est pas suffisant, que c'est même très insuffisant là où vous êtes visiblement. Sans tout mélanger, l'éducation prioritaire a donné des moyens à un certain nombre de territoires qui en manquaient. Ça doit se voir sur le temps, sinon on constatera que cette réforme était inutile, mais je ne crois pas qu'elle l'était. Pour ce qui est du périscolaire, les choses sont un peu différentes. Bien sûr, Paris a beaucoup de moyens. Et donc, nous avons pu mettre en place très rapidement un service de périscolaire qui est loin d'être parfait, mais qui se perfectionne de mois en mois, assez vite, qui permet une ouverture grande sur le monde et une ouverture grande sur un grand nombre d'univers, je dirais. C'était notre ambition, qu'il soit culturel, qu'il soit scientifique, qu'il soit sportif. C'était notre ambition. Nous avons pu le faire assez vite. D'autres communes ne peuvent pas le faire en aussi grand ou en aussi vite, par faute de moyens. L'aide qui leur est apportée peut-être doit être interrogée et regardée, est-elle suffisante, ne l'est-elle pas? Mais il y a aussi, et peut-être avant tout, et moi je vais le dire comme élue et comme militante, il y a des choix qui doivent être faits. Dans une commune, quoi qu'on mette toutes choses égales par ailleurs, il est toujours beaucoup plus cher, pour parler de manière d'installer un très beau rond-point très bien aménagé qu'une politique périscolaire. Quand on compare les choses, je suis peut-être un peu rapide et caricaturale, mais je dis que l'investissement mis sur le périscolaire est aussi une affaire de choix politique. Et qu'il faut interroger là chacune des équipes dans leur volonté de mettre en place un certain nombre de choses. Pas seulement l'État ou pas seulement l'institution, aussi chacune des équipes. Il y a la capacité, mais il y a aussi la volonté. Les arbitrages, c'est de la politique et c'est du choix politique. On peut exiger comme citoyen de sa commune que la priorité aille à l'éducation, y compris dans le périscolaire et dans l'accompagnement des enfants. Ce que j'ai pu voir dans beaucoup d'endroits ailleurs qu'à Paris, pour répondre à la dame qui disait que Paris n'est pas la France, ça c'est sûr, madame, c'est que dans des petites communes, l'effort déployé pouvait être immense et bien plus efficace qu'à Paris pour le coup, parce que les difficultés de la masse que nous avons, nous, à traiter ne se présentent pas, et donc des choses très efficaces, très pertinentes dans des petites communes avec de la volonté politique.
Merci à vous pour cette table ronde. Comme les tables rondes précédentes, elles n'ont aucune volonté conclusive et celle-ci ne le sera pas. Je voudrais simplement faire un petit clin d'œil, ayant été de ces élèves qui ont bénéficié de quelques enseignements du latin, dont certains regrettent qu'il ne soit pas prolongé et prodigué dès le cours préparatoire. J'ai longtemps cru, moi aussi, que educare signifiait arrachement, comme ça nous a été rappelé ce matin, et que cet arrachement avait fondé une partie des convictions républicaines des fondateurs de l'école publique. Mais mon camarade Pascal Bouchard, qui est là, m'a enseigné, lui sait les choses, que educare, non, signifie prendre soin, finalement. Et que si la laïcité pouvait être cette manière de prendre soin véritablement des enfants et des jeunes qui sont confiés à l'école pour qu'elle les fasse entrer progressivement et sérieusement dans le registre de valeurs qui fondent notre monde commun, ce serait vraiment une belle avancée. Merci.